En tout cas, moi, le mental, ça me parle. D'avoir un coéquipier qui porte un regard négatif après une action ratée, ça peut faire très mal. Du jour au lendemain, je n'arrivais plus à lancer mon ballon. Mais c'est à un moment donné une idée qui traverse la tête, qui s'installe et qui s'empire et ça fait effet boule de neige et ça devient un truc jusqu'où tu peux plus lancer ton ballon, quoi. Parce qu'on se chambrait pas mal, on parlait et tout. Tu vois, si je lui mets un nez, je le lâche pas du regard, quoi, jusqu'à ce qu'il croise mon regard. Ok, donc à aucun moment, sur un point, tu te dis, j'ai pas envie qu'on fasse la passe. Il y a rien de plus beau, on peut pas faire plus beau que ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Il y avait même Zidane dans les tribunes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais après, t'es un peu mélancolique de te dire, waouh, on a vécu un moment, là, on le revivra jamais. Action. Salut à tous, c'est le Jay, bienvenue dans Mental Code, le podcast qui décrypte le mental des champions. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un athlète qui déjà à 27 ans pouvait être inscrit au panthéon du volleyball français, puisqu'il a gagné le premier titre mondial de l'histoire de l'équipe de France de volley avec ses copains lors des JO 2020 à Tokyo. Exploit inédit qu'ils ont réitéré à Paris en 2024. Il a d'ailleurs été élu lors de cette édition meilleur joueur à son poste, le poste de pointu. Sa taille n'est rien en comparaison de sa gentillesse, son talent et sa force mentale. Il mesure 2,07 m. J'ai la chance d'être avec Jean Patry. Salut Jean, comment ça va? Bah ça va bien, nickel. Hein. En stage avec l'équipe de France maintenant. Okay. C'est la reprise après les vacances. Et c'est reparti avec l'équipe de France pour un été chargé encore. Voilà, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler un peu pour parler de mental et ton mental. C'est quoi ta définition du mental? Ma définition du mental, c'est, je pense, c'est comment appréhender les épreuves qui arrivent, les épreuves qui te mettent au défi, qui viennent te challenger. C'est comment surmonter les moments difficiles. Je pense que ça regroupe pas mal de choses. En tout cas, moi, le mental, ça me parle parce que on a tendance à dire que dans le volley, y a énormément de mental. Le mental prend énormément sur la technique aussi. Je pense qu'on a même plus de mental que de technique. Donc ça me parle tout ça. Ouais. Et toi, c'est quoi ta plus grosse force mentale? Ma plus grosse force mentale, je pense que je suis quelqu'un qui a une force tranquille, entre guillemets. Ouais. J'arrive à rester focus sur ce que j'ai à faire, bien le faire. En restant sur une même ligne sans avoir trop de haut, trop de bas. Je pense que j'arrive à rester sur une ligne assez stable. Stable émotionnellement parlant aussi, à rester stable dans les moments importants et les moments difficiles. Okay. Je pense qu'on peut le voir. Je montre pas quand c'est difficile ou quand intérieurement ça l'est. Okay. Je reste zen, je reste stable et je montre aussi à l'adversaire que je suis pas touché par ce qui peut m'arriver aussi. Okay. Parce que le volley dans le volley il y a pas de contact avec l'adversaire. Ouais. Donc on fait passer des messages un peu différemment et c'est vrai que le fait de rester un peu de marbre face à des situations ou de rester zen ou de se contrôler, ça peut faire aussi tu peux envoyer des messages à l'adversaire en disant voilà ce que tu viens de faire, le point que tu viens de gagner. Moi il me touche pas, je suis concentré sur le point d'après et voilà, envoyer ce message-là déjà à l'adversaire. Ok, donc ta stabilité émotionnelle à tout moment, que ce soit des moments de stress ou dès le début du match, tu arrives à rentrer tout de suite dedans. Et comment tu fais pour garder cette stabilité émotionnelle et pas justement pour rester tout le temps dans ton match? C'est dur, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, je pense, avec l'expérience. Le fait de surmonter des épreuves au travers de ta carrière, être sûr de ce que tu es capable de faire aussi, savoir que c'est pas parce que tu as loupé une action que tu es un peu moins bon sur le début du match ou voilà, c'est savoir que ça revient, faut être sûr de soi, vraiment savoir que les choses elles sont là et que pas de panique, on va réussir à les remettre en place pour retrouver le niveau dont on a besoin et ça demande ça demande du travail parce que être sûr de soi c'est pas simple, ça s'apprend. Être sûr de ses capacités, pas douter. Malgré tout, il y en a du doute. Malgré tout, des fois, on se pose plein de questions, mais il faut quand même réussir à se projeter sur l'après, le point d'après qui arrive, et savoir qu'on est capable.
On est capable de le faire en s'appuyant sur notre passé, sur ce qu'on a fait avant, donc en s'appuyant sur ce qu'on a fait avant pour le point d'après, quoi. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Du coup, ça veut dire que, ouais, entre tes 20 ans et maintenant tes 28 ans, tu sens que ta force tranquille et ta stabilité, elle s'est vraiment améliorée? Oui, ouais, ça je le sens. Je le sens que dans ma carrière, j'ai pris une assurance de par ce que j'ai fait. Je sais ce dont je suis capable. Ça me touche moins quand j'ai des bas, parce que je sais comment faire pour pallier à ça et revenir petit à petit dans le match, ou en tout cas laisser filer jusqu'à ce que je revienne dans le match. Je sais que il y a aussi des matchs, par exemple, des fois où je vais très bien démarrer et hop, il y a un down. Donc je sais que ça arrive aussi. Et c'est pas grave. C'est du sport, c'est un jeu. On est tous humains. On a des downs, des hauts. Enfin, il faut juste réussir à s'apaiser face à ces situations-là, pour retrouver une confiance en soi. Et voilà. Et on est toujours en train de jongler avec ça. De toute façon, la confiance en soi, c'est un truc dans le sport qui est important. Ouais. T'es toujours en train de jongler avec ça. Tu peux pas être à 100% confiant ou sûr de toi. Mais il y a des petits trucs qui font que tu peux te raccrocher à des expériences, à des moments de ta carrière, à des titres que tu as gagnés, voilà, des moments forts qui font que hop, tu peux te redonner des petits boosts de confiance qui te font repartir sur un match, ou alors plus précisément dans un match faire un point et le célébrer, ou aussi profiter du fait que tes collègues et tes coéquipiers célèbrent ce point avec toi, ça peut te faire un petit boost de confiance. Ouais. Tac, t'es reparti. Let's go, on repart sur des nouvelles bases. Et ouais. Ok, ouais, la confiance, c'est capital. Comment tu l'as construit? Parce que du coup, à 20 ans, t'étais quand même déjà très fort et t'as réussi à progresser là-dessus. Mais qu'est-ce qui te construit cette confiance à 20 ans et aujourd'hui, sur quoi toi tu t'appuies? C'est quoi tes pierres angulaires de ta confiance? C'est quoi les bases sur lesquelles tu reviens quand tu doutes? Encore une fois, c'est sur c'est sur tout ce que j'ai fait avant. Tout ce que j'ai fait avant, et savoir que je suis capable de le faire, que c'est pas parti. C'est pas parce que je démarre mal un match, ouais, que je suis nul ou que je suis mauvais, que j'y arriverai plus. Non, au contraire, je sais que c'est là, je sais ce dont je suis capable, je sais que je me raccroche sur peut-être ce que pensent mes coéquipiers aussi en bien, ouais. Ou des fois les coéquipiers vont venir te parler pour te rebooster, faut s'accrocher à ces mots-là. Et tu penses à ça en match? Tu penses à des mots parfois de tes coéquipiers qu'ils ont pu te dire à certains moments? Tu penses à ce que tes coéquipiers pensent de toi, okay, et en bien, ouais. Parce que il faut s'attacher toujours à des choses positives pour repartir mieux. Donc ouais, tu penses. Et par exemple, ils pensent à quoi de toi? Il y a quel mot par exemple auquel tu penses dans ces moments-là? D'une manière générale, je pense à leur opinion sur moi et quel joueur ils voient en moi, quel sportif ils voient en moi, et je sais qu'ils pensent du bien de moi. Je sais que mon passeur Antoine ou Tognotti, ils savent que je suis très bon attaquant, que je suis là dans les moments importants, que je suis bon. Et ça, je le sais au fond de moi parce que je l'ai déjà entendu de leur bouche. Okay. Donc, je me raccroche à ça. Quand je suis au fond, je sais que les gars ont confiance en moi. Okay. Je sais ce dont ils pensent de moi. Et hop, ça me rebooste. Parce que si eux le pensent, il y a aucune raison que moi je le pense pas encore plus fort. Okay. Donc oui, c'est des fois, voilà, se rattacher à ce que peuvent penser tes coéquipiers en bien, pour te donner ce petit boost de confiance que t'as pas forcément là tout de suite. Ouais. Et pouvoir repartir. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Si vous avez des questions là-dessus, ouais. Typiquement, comment tu réagissais quand tu prenais 2 blocs d'affilée, ou si tu faisais 2 attaques un peu pourraves d'affilée, comment tu faisais pour rester et garder cette intensité? Et ça passe par ce que tu viens de me décrire. Ouais. Et ça, t'as réussi à le mettre en place, ou tu le mettais en place déjà petit, ou d'où t'es venu un peu ces astuces de te raccrocher à ces pensées positives et qui existent? Ouais, comment t'es venu un peu ce cheminement? C'est à travers les expériences, les matchs. C'est aussi, moi j'ai aussi fait appel à des préparateurs mentaux qui te mettent un peu les doigts sur certaines choses et qui t'aiguillent
dans ta réflexion. Mais c'est vraiment au travers de la carrière. C'est vrai que quand t'es jeune, t'as pas tout ça, t'as pas ces mécanismes qui viennent naturellement quand t'es moins bien. T'as tendance d'ailleurs à empirer tout quand t'es jeune. Si tu commences un peu à rater, tu commences un peu à vraiment plonger bas parce que tu perds toute confiance en toi parce que tu te raccroches sur rien. Tu te raccroches pas sur ce que t'as pu réaliser par le passé. Ouais. Parce que quand t'es jeune, t'as rien réalisé. T'as tout à montrer. Tu dois être le plus fort. Tu dois. Ouais. Dans l'imaginaire, on a envie d'être comme ça. On a envie de prouver. On a envie d'être le plus fort. Et tandis que quand t'es en milieu de carrière, que t'as réalisé des choses, en fait, t'as plus vraiment à prouver. T'as fait des choses. Tu es quelqu'un. Et ce que t'as fait avant t'aide à continuer à être la personne que tu es. Je veux dire, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais il faut se rattacher vraiment toujours à ce que t'as pu faire avant, même si c'est du passé, mais il faut que ça te booste en fait. Et quand t'es jeune, t'as pas ça. Parce que quand t'es jeune, tu dois justement, tout ce que tu dois faire, c'est devant toi. Donc si t'es pas très bon, tu vas commencer à remettre en question ta carrière, qu'est-ce que je vais devenir, si je suis pas bon, où est-ce que je vais aller jouer, qui voudra de moi, voilà, que vont penser les autres de moi. Et quand t'es un peu plus vieux avec de l'expérience, tu sais déjà ce que les autres pensent de toi, t'as réalisé des choses qui font que tu attaches plus vraiment d'importance à ce qu'on peut penser de toi. Quelles seraient les clés pour réussir à, malgré le manque d'expérience, pour performer en étant jeune? C'est une question qui est pas facile parce qu'il y a pas vraiment de vérité. Il faut réussir à pas se mettre trop de pression, je pense. Okay. Parce que la pression, ça peut te faire déjouer, ça peut te faire mal jouer, ça peut t'envahir et te tétaniser. Faut réussir à se détacher de cette pression, mais c'est vraiment pas facile à faire. Okay. C'est vraiment pas facile à faire. C'est pour ça que l'entourage est aussi important. D'avoir un entourage qui te permet aussi de sentir que cette pression est moins forte, ou te rassurer, t'accompagner. Ça c'est important. Je pense qu'il faut aussi, ça c'est plus bateau, mais il faut réussir à prendre du plaisir avant tout dans ce que tu fais. Moi je crois vraiment en ça. Je crois vraiment qu'il y a pas de performance sans plaisir, et que ce plaisir il t'aide, et d'abord à l'entraînement. Il t'aide à performer et à être de plus en plus fort et aller chercher un peu tes limites. Je pense vraiment à ça. Donc pas se mettre trop de pression et surtout prendre beaucoup de plaisir. Okay. C'est les clés. C'est les clés quand t'es jeune pour réussir à performer, je pense. Et sur le mental, à partir de quand t'as travaillé ça? Tu dis qu'aujourd'hui t'es accompagné. Est-ce que déjà jeune, c'était dans les clubs? Est-ce que c'était des notions déjà abordées? C'est ce travail de mental avec quelqu'un qui est là pour ça. C'est vrai que c'est pas un truc qui est super démocratisé, ou c'est même des fois un peu dans le sport, j'ai l'impression un peu tabou. On a du mal à se dire à dire aux autres qu'on se fait accompagner mentalement, parce que tout de suite on a cette image de quelqu'un qui est faible, faible mentalement, qui craque, la pression, les trucs. Alors que pas du tout. Le mental, je disais tout à l'heure que c'était avec la technique peut-être même plus important. Donc tout comme on a des entraîneurs de technique, de physique, et pourquoi on n'aurait pas d'entraîneur pour le mental? Donc moi j'ai fait appel à des préparateurs mentaux quand j'étais assez jeune. C'est pas venu tout de suite, mais quand j'avais peut-être 20 ans. Donc c'est jeune, mais c'est pas non plus. C'est pas centre de formation. C'est pas centre de formation, c'est pas. Donc j'ai fait appel à un préparateur physique à ce moment-là. Pour quelque chose de très précis. Je faisais un petit blocage sur un geste technique. Et j'avais besoin de travailler dessus pour essayer de débloquer la situation, quoi. C'était quoi j'ai un blocage au service, que je me traîne toujours, hein, je me traîne toujours, qui est pas disparu à 100%, et c'est là qu'on voit justement le mental, quel impact il peut avoir, même sur notre corps directement. Tout à l'heure, je voulais te parler de le lien entre mental et technique, mais c'est quoi ce blocage? C'est tout simplement que du jour au lendemain, je suis arrivé à l'entraînement et je n'arrivais plus à lancer mon ballon. Parce que j'avais peur de mal lancer, donc je retenais jusqu'au moment où j'étais complètement tétanisé avec mon ballon et je n'arrivais plus à le lancer.
Ok. Donc il y a plein de choses en fait, plein de paramètres qui rentrent en compte dans ce problème-là. C'est aussi beaucoup le regard des autres. Parce que sans les autres... C'est un sujet hyper important, je voulais qu'on aborde à un moment donné. Sans les autres, je suis capable de lancer mon ballon. Pas de souci. Moi, je suis tout seul dans la salle de volley, je lance mon ballon parfaitement, quoi. Okay. Dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a du regard, dès qu'il y a des gens, mais si je lance mal, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si j'arrive pas à rattraper mon ballon, quand je le lance, j'arrive pas à l'attaquer, machin. Et du coup, voilà, tout se brouille. Et le mental, il prend le pas sur le corps. C'est-à-dire que quand t'as un blocage, et ça existe dans tous les sports, et ça existe aussi dans le volley. Et d'ailleurs, il y en a peu qui en parlent aussi, parce que c'est compliqué d'en parler. Ouais. C'est se mettre un peu à nu, c'est faire parler un petit peu les choses profondes qui sont en nous, qui nous bloquent. Et c'est pas facile d'en parler, mais c'est bien aussi de le faire. Mais c'est là qu'on voit que effectivement le mental prend le pas complet sur le corps, et que si l'inconscient a décidé que tu lançais pas le ballon, tu t'as beau le vouloir le plus fort du monde, tu le lanceras pas. Mais tu te disais quoi par rapport au regard des autres? Que tu ne le lançais pas bien, que la balle était pas au bon endroit? J'avais peur, même avant de le lancer, j'avais peur de le lancer parce que j'avais peur de mal lancer en fait. Okay. J'avais peur, déjà moi je me projetais dans un truc que je ferais mal en fait, sans l'avoir fait. Donc plus j'avais peur de mal lancer, plus je retenais mon ballon pour pas le lancer trop devant, et parce que moi dans ma tête, tu visualisais ton ballon trop devant. Je visualisais le fait que j'allais lancer le ballon et que j'allais jamais réussir à le rattraper pour le servir. Pour le taper. Alors que j'ai 10 ans avant ça, j'ai toujours lancé correctement, il m'est jamais arrivé un problème. Mais c'est à un moment donné une idée qui traverse la tête, qui s'installe et qui s'empire, et ça fait effet boule de neige, et ça devient un truc jusqu'où tu peux plus lancer ton ballon, quoi. Et on reviendra après sur les JO, mais typiquement sur des moments de pression de fou, finale des Jeux Olympiques en 2020. Est-ce que cette idée, à un moment, elle te traverse? Est-ce que tu penses à un moment donné, quand tu sers, qu'il y a une de tes forces, mais là, moi, ça fait 10 ans que j'ai ce problème. Et t'y penses? Et j'y pense tout le temps. Mais j'ai trouvé des techniques qui font que j'arrive à passer par-dessus. Alors, j'ai des hauts, des bas. Des fois, j'ai moins lancé, des fois, ça revient, des fois, je panique. Et puis, des fois, je trouve le truc qui fait que ça va mieux. Mais par exemple, effectivement, au jeu, j'ai très bien servi, mais malgré tout, ça me traverse l'esprit à chaque service. Et je peux rappeler juste que t'es le 4e meilleur serveur cette saison à Galatasaray, donc t'as quand même un service de fou. Mais est-ce que t'as trouvé une routine du coup pour te faire sortir cette idée quand elle commence à te J'ai une routine qui a évolué au fil des saisons, parce que j'ai pas quelque chose de très précis que j'ai fait pendant des années. J'ai une routine que je trouve, on va dire, elle est peut-être tous les ans, tous les 1 an et demi, parce que des fois, même avec cette routine, hop, ça revient et j'ai besoin de changer quelque chose, donc je change quelque chose dans ma routine pour ramener quelque chose de nouveau, pour faire disparaître la chose qui est en train de revenir. Donc en ce moment, j'ai une routine où, par exemple, je prends mon ballon, je pense aussi à des choses, je me dis des choses, je peux des fois parler, ou voilà, j'essaie des fois faire de l'imagerie mentale, me sentir ailleurs. Okay. Pour ne plus penser à ce que je suis en train de faire. Okay. Je lève aussi ma jambe en fait pour focaliser mon attention sur ce que je suis en train de faire sur ma jambe en fait en la levant. Et en fait c'est plein de petites techniques comme ça qui font qu'à un moment donné je me libère et je pense moins en fait à ce que je suis en train de faire avec la main et le ballon. Mais ouais, c'est une routine qui a amené à évoluer, parce qu'à chaque fois je trouve des petits trucs en plus que j'ai l'impression que ça va un peu mieux, donc je le garde. Je me dis pas tout le temps les mêmes choses, je pense pas toujours aux mêmes choses, mais... À quoi tu penses, par exemple? Eh ben, c'est jamais pareil, donc des fois je me pense chez moi dans ma maison en Lozère. Ouais. Des fois je pense à moi dans ma voiture qui est en train de la conduire. Juste avant de servir, juste avant de lancer la balle? Avant de servir, ou des fois je m'imagine parler à quelqu'un. c'est vrai que ça fait rire, mais c'est un truc qui m'aide énormément. Des fois ça m'est arrivé aussi de chanter, mais vraiment de parler comme je parle là maintenant. C'est-à-dire qu'au service, il y a des vidéos, on peut voir je parle. Okay, et donc c'est des petites techniques comme ça qui font que on arrive un peu à feinter le mental. Et tu laisses ton subconscient complètement faire et ton corps aller dans le service. Ouais. Okay. Mais c'est des choses que si je l'avais pas dit là, et personne aurait pu s'imaginer que j'avais un blocage au service. Mais c'est comme ça, et ça arrive dans tous les sports. Moi, je connais énormément de personnes qui ont des blocages. Ouais, c'est arrivé à Mayer sur la perche. Okay. Impossible de sauter.
C'est une peur, un truc, et tétanisé, peut plus bouger, quoi. Il y a un documentaire là-dessus. Okay. Et je me retrouve là-dedans, un truc où t'as beau le vouloir, t'as beau avoir envie d'y aller, ton corps, il dit non. Et en fait, c'est d'abord là-dedans qu'il ça dit non. Et donc, ton corps n'a plus aucun pouvoir sur ton corps, quoi. Et tu disais que ça t'est arrivé autour de 20 ans, que t'as vraiment eu ce blocage, ou t'as voulu le résoudre à 20 ans. Mais, il y a eu un phénomène, un événement. Il y a eu un match. C'est sur un match, en plus, un match où moi, j'étais avec les pros et je suis descendu jouer je crois que c'était la N3 à Montpellier, National 3, pour aider à gagner un match. Et je me suis mis tout seul. Une sorte de pression au service. Et je me suis pris la tête tout seul. Et ça s'est installé à ce moment-là. Et donc, je sais exactement quand c'est arrivé. Mais je peux pas expliquer plus, quoi. C'est arrivé, quoi. Est-ce que c'était parce que t'étais du groupe pro et t'es descendu dans l'équipe et tu t'es dit... Peut-être. Il y a plein de choses il y avait peut-être aussi un ou deux dirigeants dans la salle qui regardaient, dirigeants du club, et je me suis mis une petite pression et c'est pas compréhensible. C'est tellement profond, ça a peut-être réveillé des choses, j'en sais rien. C'est tellement, sans pas qu'à partir du moment où on parle du cerveau, du subconscient, du mental. Enfin, il y a des choses des fois qui sont peu explicables et qui sont quand même là, quoi. Donc je sais quand c'est arrivé, j'ai le jour, je me revois encore alors qu'avant ça allait très très bien. Je rentrais même en pro. Mes premières apparitions en pro, je rentrais au service. Je rentrais pour servir. Donc c'était mes premières apparitions, donc déjà quelque chose c'est solide, faut y aller, faut aller sur le terrain, tu rentres pour servir. C'est soit tu le réussis, soit tu le réussis pas. C'est comme si tu rentrais pour un penalty, tu rentres, faut y arriver, quoi. Donc faut y arriver. Et ça me posait pas de problème puisque je lançais mais un peu plus tard, quand j'ai dû faire ce match, à partir de là, ça a changé. Il y a une petite graine qui est rentrée. Bon, il y a plein de choses, tu dis plein de trucs hyper intéressants, j'ai vraiment hâte de creuser. Je veux juste revenir un peu sur toi pour qu'on te connaisse un peu, où est-ce que tu as grandi, après aussi qu'on parle de ton poste. Là, on parle de toi, mais on va revenir dessus. Est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement où est-ce que tu as grandi, si tu as des frères et sœurs? Moi j'ai grandi à Montpellier. Je suis né à Montpellier. J'ai 2 sœurs. Je suis né dans une famille de sportifs, pas mal, et notamment de volleyeurs. Mon père, lui, il était joueur. Et puis quand je suis né, il est devenu entraîneur. Il a joué en équipe de France, il a joué à Montpellier. En équipe de France, il a joué à Montpellier, il a fait pas mal de clubs en France. Et puis il a entraîné aussi Montpellier. Et donc moi j'ai toujours vécu dans un environnement volley. Ta mère aussi fait du sport? Ma mère a fait un peu de volley aussi quand elle était plus jeune. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés avec mon père. Enfin voilà. Et voilà, j'ai grandi dans un environnement volley, donc quand j'ai eu 8 ans, j'ai voulu essayer ce sport, quoi. C'était naturel pour moi. J'étais à l'entraînement avec mon père tout le temps. Je voyais du volley. J'entendais parler de volley. J'étais dans cette sphère, quoi. Et il me semble que tu as commencé par des sports individuels. Un peu de tennis, un peu de judo, il me semble. Ouais, j'avais fait un peu de judo quand j'étais vraiment petit. Je devais avoir peut-être 5-6 ans. Après, j'ai fait du tennis. Et en même temps, j'ai fait du volley. Donc, j'ai fait du tennis pendant 4 ans. Et en même temps, donc le volley, donc le tennis, c'était mercredi. Et le volley, c'était mardi et vendredi, ou mardi-jeudi, je me rappelle plus bien. Donc, la semaine était chargée. Et plutôt sport collectif que sport individuel, du coup? Quand j'ai dû faire un choix, j'ai choisi le volley, quoi. Et t'es jeune, t'étais déjà compétiteur ou un peu détente? La défaite, si tu perdais un match, ça te faisait quoi? Je me considérerais pas comme compétiteur. C'est-à-dire que si je perdais un match, si j'avais donné le maximum. Alors oui, c'est pas plaisant de perdre un match, bien sûr. Mais à cet âge, quand j'étais jeune, j'étais avant tout là aussi pour prendre du plaisir, être avec mes potes. C'était plutôt détente, on va dire. Ça t'est venu comment, du coup, la gagne, l'envie de gagner? D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, ça te fait mal de perdre plus que quand t'es petit? C'est sûr, ça fait mal de perdre. Après, ça dépend aussi les matchs. Mais il faut encore une fois, je me considère pas peut-être comme le compétiteur qui ne supporte pas la défaite, et comme le sportif qu'on va voir, qu'on va idolâtrer, imaginer un peu ce gars qui supporte pas la défaite, qui est un gagnant, je suis pas dans ces codes. Si j'ai fait ça, c'est aussi avant tout, comme je parlais tout à l'heure, du plaisir. C'est beaucoup pour ça aussi.
Alors évidemment, il y a des défaites qui passent mal et ça fait pas plaisir de perdre, bien sûr. Et je veux pas perdre, je veux gagner et je fais tout pour. Mais voilà, avant tout aussi, je prends du plaisir dans ce que je fais. Je pense que c'est le principal, quoi. Ouais, tu préfères gagner plutôt que de ne pas perdre. Si je préfère gagner, oui, je préfère gagner, oui. Oui. Okay, oui, non, okay. je préfère. Parce que pour certains, c'est la défaite qui fait vraiment très mal, et d'autres, la victoire, ça crée. Après, faut aussi analyser. Si dans une défaite aussi, ça fait partie du jeu, et ça apprend plein de choses aussi, une défaite. Ouais. C'est important aussi de vivre des moments de défaite. On en tire plein de bonnes choses finalement dans une défaite. Et faut mettre les choses dans leur contexte. Est-ce que dans cette défaite, est-ce que tu as tout donné? Qu'est-ce que tu as fait pendant le match qui a fait que tu as perdu? Qu'est-ce que tu peux en tirer? Si tu as tout donné, si tu as mis ce qu'il fallait dans la défaite, que voilà, elle est là, et puis le match d'après, peut-être que tu gagneras. Mais la défaite, elle est aussi importante, quoi. Elle est importante. Toutes les défaites sont là pour te remettre en question finalement, et ça fait avancer. C'est peut-être bateau de le dire, mais vraiment, je pense que les défaites sont importantes parce que ça fait progresser. Ouais, ça fait se poser des questions. Et est-ce que toi, ça effrite parfois aussi la confiance en soi? Est-ce que toi, c'est le cas ou? Ce qui pourrait effriter ma confiance en moi, c'est si je suis pas bon. Si je suis pas bon aussi, c'est aussi beaucoup lié à soi. La confiance en soi, c'est soi-même. Là, on parle pas du collectif. Une défaite, c'est collectif dans le volley. Donc, ce qui effrite, c'est sa propre performance. Parce que tu peux aussi gagner, ne pas avoir été très bon et perdre aussi un peu de confiance en toi. Malgré la victoire, tu peux perdre, avoir été bon et avoir un petit gain de confiance. Donc, je pense que c'est les deux choses qui sont pas forcément liées, victoire et défaite. N'ont pas forcément d'impact, je pense, sur ta confiance. Je pense que c'est ta propre performance, malgré victoire ou défaite, qui t'impacte. Ok. Ouais, tu te concentres sur ta performance. Est-ce que tu as réussi Le volley, c'est un sport collectif, donc il y a tout cet aspect collectif à prendre en compte. Mais je pense que pour performer aussi, tu dois aussi beaucoup te regarder toi-même, savoir ce que tu as fait, comment tu l'as fait, comment progresser. Et tout ça, c'est aussi pour aider le collectif. Chercher à être meilleur soi-même pour aider le collectif. Donc c'est important. C'est pas être égocentrique. C'est pas ne penser qu'à soi. C'est qu'à un moment donné, si tu veux aussi aider ton collectif, toi d'abord tu dois être le plus fort possible et penser à ta performance. Donc c'est pas parce que tu penses à ta performance que tu ne penses pas au collectif. Et je pense que ça peut même se lier à un moment donné. On peut s'y retrouver. Donc, en cherchant à être le plus fort possible, tu vas aider ton collectif. Tu rejoins du coup à 17 ans le groupe pro à Montpellier. Est-ce que tu ressens de la pression là, à ce moment-là? Tu te dis tu rentres dans la cour des grands, ou ça te paraissait naturel d'arriver là à ce moment-là? Sans être prétentieux, c'était un parcours qui me paraissait naturel. Moi, je m'étais toujours imaginé arriver à un moment donné à cette équipe pro de Montpellier, parce que moi, je les voyais depuis que j'étais tout petit. Et dans ma tête, je veux aller là-bas, quoi. Donc, sans me mettre la pression, comme je disais au début, quand t'es jeune, je me mettais pas la pression. J'avais l'impression que c'était, j'allais y aller, quoi. Si je faisais tout pour, bien sûr, si je me donnais les moyens, c'était quelque chose que j'allais atteindre. Tout naturellement, sans paraître prétentieux, mais c'était mon parcours que je m'imaginais et que je sentais arriver pour moi. Donc après j'ai fait ce qu'il fallait pour, j'ai travaillé, j'ai énormément donné de temps pour ça et aussi fait de sacrifices, parce que le sport de haut niveau, le sport professionnel, c'est rempli de sacrifices aussi. Donc en parlant de sacrifices, d'ailleurs, tu penses à l'image que c'est des sacrifices ou c'est des choix? Et à quoi tu penses quand tu parles de sacrifice? Effectivement, on peut requalifier ce terme de sacrifice. C'est vrai que c'est des choix. Je fais le choix de faire du volley. Je fais le choix de ne pas partir en vacances avec mes amis, pas faire de Noël avec ma famille, pas de tous ces moments-là. C'est vrai que c'est un choix. C'est un choix. Peut-être que le terme de sacrifice est un peu trop fort. Non, enfin, ça peut être un sacrifice. C'est juste que du coup,
si t'avais pas sacrifié ça, t'aurais sacrifié peut-être ta carrière. Donc mais ça peut être, quand tu dis un Noël, effectivement, ça paraît très fort et ça peut ressembler vraiment à un sacrifice. Donc enfin, c'est comment toi tu le perçois au fond de toi, comment tu l'aperçois à ce moment-là? Des fois, c'est dur. Il faut quand même, quand tu peux pas, quand tu vois tous tes amis qui sont en vacances ensemble, que toi t'es pas là, que tu trimes, que t'es à l'entraînement, que t'as pas de temps, tu pars pas en vacances avec ta famille, tu manques des anniversaires, des rendez-vous de famille importants, tu vas pas, moi j'avais l'habitude d'aller au ski avec ma famille, c'est un truc que j'adorais faire, que je ne fais plus depuis maintenant des années. Donc en ça, c'est vrai que c'est des petits sacrifices, mais c'est surtout un choix, effectivement, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un choix. J'ai fait le choix, moi, d'avoir cette vie, de donner une priorité à ma carrière, parce que je suis persuadé que il faut le faire, ce choix. Si tu veux si tu veux aller au plus haut niveau, c'est des choix qui doivent être faits, mais qui sont bien récompensés quand tu gagnes des titres, notamment les jeux, et que tu vis des moments extraordinaires. Bon, les choix que t'as fait avant t'ont permis de vivre ces moments-là, et tu comprends pourquoi t'as fait ces choix, et tu te dis, j'ai bien fait, quoi. Et quand t'arrives, du coup, dans le... Par contre, juste pour dire que du coup, ça veut rien dire. Je vais arrêter de dire du coup, parce qu'avec Jean-Charles Skarbowski m'avait fait remarquer que c'était un tic de langage, et il avait raison. Ouais. Quand t'arrives dans le groupe pro, t'avais l'image de toi, de quelqu'un qui était proche de leur niveau à ce moment-là. T'étais pas en train de te dire, waouh, là... Alors, j'avais pas forcément cette image d'être proche de leur niveau. J'avais cette sensation que j'étais là où il fallait que je sois, que j'avais plein de choses à apprendre, que j'étais pas au niveau de ceux qui étaient sur le terrain et qui jouaient, parce que moi, quand je suis arrivé, j'étais pas titulaire, hein, j'étais sur le banc, mais que j'avais plein de choses à apprendre, quoi. J'avais plein de choses à apprendre, donc je me voyais pas à ce niveau-là, mais content d'être là, et j'étais aussi conscient que c'était que le début d'une longue aventure, quoi. Et que de toute façon, on passe tous par là, on passe tous par la case remplaçant, et qu'on a plein de choses à apprendre de ceux qui jouent. On doit se donner au maximum à l'entraînement, et puis le terrain va s'ouvrir. J'espérais qu'il s'ouvre le plus rapidement possible, mais il arrive, le terrain, si tu fais tout. Si tu fais tout ce qu'il faut faire pour aller chercher, il arrive à un moment donné, quoi. Ouais, donc tu te sentais à ta place. Et tout à l'heure, je voulais rebondir dessus. Donc ton père, Christophe Patry, a fait carrière dans le volleyball. Vous étiez à Montpellier. Est-ce qu'il t'a donné des conseils, des trucs qui t'ont marqué, auxquels tu repenses, et je suppose qu'il t'a accompagné surtout à la période à Montpellier. Il m'accompagne toujours, hein. On discute énormément, on échange énormément, il est très présent, et c'est vrai que quand on était à Montpellier un peu plus, puisqu'on était ensemble, il m'a... Non, mais ça a toujours été un échange, et heureusement qu'il a été là. Moi, je pense qu'il a une part énorme dans le succès que je peux avoir, et sans lui, ça aurait été certainement autrement, quoi. C'est une vraie chance que j'ai eue, moi, de l'avoir, et c'était comme un outil supplémentaire pour arriver là où je suis arrivé. C'était comme un petit boost, on va dire. Un joker dans ta manche. Voilà, un petit champignon sur Mario Kart, qui donne un petit boost que d'autres n'ont pas. Et sur quel aspect en particulier, où est-ce qui t'aidait le plus? Sur ta construction de carrière, sur ton jeu? Je saurais pas dire, en fait, sur un peu tout, quoi. Il était présent et on avait un échange, quoi. Donc, en fait, cet échange, il te permet d'avoir des éléments. Lui me disait un peu comment il voyait les choses, et c'était un vrai dialogue. Donc, en fait, cet échange aussi te remet un peu en question, en discutant, tu dis, ah oui, ça, je l'avais pas vu comme ça, peut-être que je devrais faire comme ça, sur des points techniques. Quand il me voyait faire des choses, tu devrais peut-être faire comme ça, essayer de faire comme ça. Et puis, c'est une construction, un échange entre deux personnes, quoi. Et c'était vraiment positif. Et puis, je pense aussi, j'étais rassuré aussi par sa présence. Rien que le fait de l'avoir, et toujours maintenant, hein, le fait que je sais que je peux compter sur lui, et toujours des petits feedbacks après les matchs, des trucs comme ça fait plaisir. Voilà, c'est quelqu'un qui est là, et je sais que quoi qu'il arrive, il sera toujours là, et c'est un soutien aussi. Donc ça a été bénéfique. Et c'est quel style de soutien, quel style de papa, ton père?
Est-ce qu'il t'encourage? Est-ce qu'il te dit ah là ce match t'aurais pu mieux le faire? Il est passé. Moi, je sais quand j'étais jeune, des fois aussi, il était un peu sévère avec moi, un peu dur. Ouais. Mais il a jamais. Moi, je pense qu'il s'est toujours bien positionné. Il a toujours été assez objectif, je pense. Parce que c'est pas facile, ça. C'est pas facile, oui. Il y a des parents qui vont surtout pas froisser leur enfant et leur dire que c'est super ce qu'ils font, que c'est les meilleurs. Et je suis pas sûr que ça aide. Ouais. Au contraire, tu te remets pas en question après ça. Donc. Et puis il y a des parents qui vont être très sévères et quoi que tu fasses, ça sera jamais bien, ça sera jamais assez. Ouais. Moi, je pense que mon père et mes parents de manière générale et mon entourage ont toujours réussi à avoir un juste milieu et être assez objectifs. Donc c'est aussi une chance parce que c'est l'entourage d'un sportif de haut niveau, c'est aussi super important. C'est aussi super important. Ouais. Et moi, j'ai été chanceux d'avoir l'entourage que j'ai. Ok, génial. Ok, super. Et j'aimerais qu'on parle de ton poste. Donc, t'es pointu, t'es l'attaquant par excellence. Si on comparerait ça au football, t'es le numéro 9 sur qui on compte pour marquer des points, des buts. Tu définissais le rôle du pointu sur la chaîne du volleyeur français comme quelqu'un sur qui on peut compter, qui doit marquer des points. Et les qualités, c'était l'agressivité, savoir aussi poser le cerveau. Donc ça, c'est des trucs hyper difficiles, poser le cerveau. Et l'agressivité, c'est pas toujours facile. Si on te croise dans la rue, on va pas forcément se dire que t'es le mec le plus agressif du quartier et qu'il faut se méfier à 2h du mat', même si t'es grand et avec des épaules larges. Comment tu fais pour te transcender sur le terrain? Et à quel moment l'agressivité, tu la sens monter en toi? Elle monte au fur et à mesure de l'échauffement. Parce qu'il faut arriver dans le match, il faut avoir envie de gagner. Ouais. Il faut avoir envie de les tuer en face. Et moi, j'ai ce rôle d'attaquant, donc ce rôle direct de guerrier d'attaquant qui va attaquer l'équipe, comme son nom l'indique, qui va leur faire mal. Donc je dois être dans cette posture et je dois prendre ce rôle de guerrier, quoi. Je dois leur faire mal, tout simplement. Et pour ça, il faut que ça monte petit à petit. C'est pas facile à faire parce que moi, je suis pas quelqu'un d'agressif par nature. Donc il faut aussi jouer un rôle. Aussi, on peut dire ça comme ça. Il y a un rôle à endosser, quoi, quand on arrive dans un match. Et après, il y a pas tous les matchs où j'ai ce rôle-là où je suis vraiment agressif. Des fois, il vient pas parce qu'il y a pas le contexte, pas l'enjeu, etc. Mais par exemple, sur des matchs à enjeu comme les jeux, ça vient naturellement parce que l'agressivité, elle est là parce que t'as envie de gagner et que chaque point est important. Et quand on regarde, je crois que c'est vraiment très, très frappant, mais quand on regarde la finale des Jeux à Paris, on peut voir qu'il y a une agressivité. Si je parle de moi, on peut le voir. On peut le voir sur mon visage, on peut voir sur mes réactions, sur les célébrations de points. Ouais. On peut voir qu'il y a de l'agressivité contre l'adversaire, mais contre le jeu lui-même aussi. C'est gagner, quoi. C'est vraiment gagner et chaque point est important et chaque point qu'on gagne, c'est un point de plus et un pas de plus vers la victoire. Ça nous rapproche de cette victoire et on peut le sentir, en fait. On peut le sentir et c'est vraiment quelque chose qu'il faut sentir en soi. Cette agressivité, quoi. Et cette agressivité, quand tu vas taper le ballon, tu te dis quelque chose en particulier, tu te représentes un truc, tu te dis je vais tout envoyer. Quand tu vas taper le ballon, tu essaies de voir aussi où est-ce que tu vas le frapper. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais ouais, t'as envie de le frapper fort. Mais bon, c'est pas seulement frapper fort l'agressivité, hein. Mais moi je suis là pour frapper, je suis là pour faire des points. Je peux faire les points de plein de manières différentes, mais c'est vrai que le pointu, c'est le gars qui envoie et qui frappe fort. Ouais. Mais des fois, il peut y avoir une feinte faite qui fait partie de l'agressivité aussi. Il y a plein de registres dans lesquels on peut être. Le bloc, c'est aussi être agressif, vouloir fermer une zone au gars d'en face qui va attaquer, alors que c'est quelque chose quand même on va dire, c'est une action défensive. Mais finalement, tu peux être agressif dans cette action-là et vraiment vouloir le fermer, jamais il passera, quoi. Là, je bloque. Donc il y a pas qu'à l'attaque, quoi. Il y a aussi le service où on a envie de tout envoyer
Mais l'agressivité, c'est une posture et c'est une manière d'appréhender les matchs aussi avant tout, quoi. Ok. Quand tu vois que tu arrives à l'attaque et qu'il y a 3 joueurs en face de toi qui sont au bloc, tu te dis quoi? Tu te dis que tu vas casser le mur ou tu te dis qu'il y a plein de 3 solutions. joueurs en moins sur le terrain? Toi, c'est quoi ton style de mindset là-dessus? Ben, il y a plein de solutions. C'est vrai que tu peux taper fort dans le haut des mains pour essayer de faire exploser le ballon. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, c'est la puissance qui parle. Ça peut être utile. Mais des fois, une petite feinte juste derrière le bloc, c'est très bien aussi. Parce que les gars, là, en défense, vont être vachement loin, justement, vont s'attendre à une grosse attaque qui va te prendre les mains et qui va partir loin. Donc, les gars en défense sont loin. Hop, tu poses une petite feinte juste devant eux. Ou alors, tu peux aussi rejouer dans le bloc. C'est-à-dire, taper doucement dans le bloc pour que la balle rebondisse et reste dans ton terrain. Pour qu'on rejoue et qu'on reconstruise. Ouais. Donc, il y a plein de solutions. Ça dépend un peu du match, de ce qui a été fait avant. Ça dépend de comment est la balle. Comment je me sens à ce moment-là aussi, la confiance que j'ai. On parlait de confiance en soi, c'est la confiance que j'ai parce que y a des coups qui demandent d'avoir un peu plus confiance que certains autres. Ouais. Donc ça dépend le moment du match, ça dépend de plein de paramètres, quoi. Mais moi j'aime bien toutes les solutions. Polyvalent du coup. Ouais. Moi c'est vrai qu'on voit l'image du pointu qui est fort, qui attaque fort et tout, mais une petite feinte aussi bien placée, c'est très bien. Ouais. Et ça déstabilise le jeu adverse, surtout bah oui, sur parce un coup que d'après. des fois ils s'y attendent pas, quoi. C'est pas ce qu'ils attendent du pointu et donc ils sont prêts sur autre chose, quoi. Quand tu parles de coups, il faut avoir plus de confiance pour les faire. Quand tu as moins de confiance, sur quel coup t'aimes te reposer? Est-ce que tu vas demander au passeur de te faire certains types de passes? Voilà, quels sont un peu tes trucs refuges qui te permettent de souffler, de reprendre un peu confiance? Quand j'ai moins de confiance, le passeur le sent aussi, je pense. Okay. Le sent aussi parce qu'il sait que par rapport à ce qui a été fait avant, où j'aurais pas été en réussite, il le sait. Okay. Il le sait. Donc, je pense que le passeur aussi va te jouer dans des conditions qui sont un peu plus favorables pour reprendre confiance. C'est-à-dire des conditions où lui, il est bien enfilé, qu'il a tous les choix possibles, qu'il va t'envoyer assez rapide derrière pour te retrouver en 1 contre 1. Okay. Donc avec un seul bloqueur. Ce qui te laisse normalement la possibilité de faire le point. Pas facilement, mais tu dois faire le point à ce moment-là. Qui optimise les chances pour faire le point. Et du coup, retrouver de la confiance. Parce que c'est vrai qu'un point fait, ça contribue à te redonner un petit gain de confiance. Donc il va te mettre dans les bonnes conditions. S'il sent que t'es pas en confiance, il va pas te mettre les balles difficiles ou il va pas chercher à te piéger sur des balles compliquées. Donc il va faire en sorte de te jouer dans des bonnes conditions qui vont faire que tu fais le point et hop, tu regagnes un petit peu de confiance, c'est reparti, let's go, je viens de faire le point, tac, c'est reparti, quoi. Un petit boost avec l'équipe pour ajouter. Un petit boost avec l'équipe et c'est reparti, quoi. Des fois, il faut pas grand chose, hein. Des fois, 1 ou 2 ballons et ça change ta façon d'appréhender le match, ça change ton mindset et hop, c'est reparti, quoi. Et à l'inverse, si t'es bien, 1 ou 2 ballons aussi peuvent te faire changer et te faire basculer dans un truc négatif. Et là-dessus, quand t'as des spirales un peu négatives, tout à l'heure, t'en parlais, qu'est-ce que tu fais là pour stopper les pensées négatives et de te dire ça c'est du passé? Là, tu parlais tout à l'heure tu repenses à tes coéquipiers, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est vraiment, en plus il faut que ça aille vite parce que le jeu, bon, il y a quand même pas mal de temps mort, mais faut essayer d'aller vite, mais c'est quand il y a un moment négatif, il faut tout de suite essayer de faire une action positive, quoi. C'est vraiment, comme je disais, c'est pour t'aider à repartir sur du positif, il faut chercher le positif, quoi. Donc tu peux demander à ton passeur de te faire le bon ballon, tu vas faire un bon bloc qui va t'aider à te refocus sur quelque chose de plus positif. Tu peux faire une bonne défense aussi. Et se raccrocher au moindre petit truc positif que tu fais sur l'instant te permet de repartir mieux, quoi. Okay. Et tout à l'heure, je disais que dans la définition un peu du pointu, tu parlais de poser le cerveau. Comment t'y arrives et comment tu fais? Je suppose que quand tu dis ça, tu sous-entends arrêter les pensées et laisser ton corps aller. Comment? Il y a pas de recette. Il y a pas de recette. Poser le cerveau, ça peut rejoindre aussi un peu le flow, un peu que peuvent avoir des fois les sportifs et se sentir dans
dans un mood qui fait que tout réussit et tu penses plus, tu agis en fait juste. Ouais. Et moi j'ai pu ressentir ce mood-là, ce dans flow, la zone. où c'est vrai qu'en fait t'es pas amené à penser, t'es juste en action en fait. Et c'est vrai que bizarrement tout fonctionne. C'est vrai que tu te retrouves dans un truc tellement positif et il y a que de positif qui rentre que t'es dans un effet boule de neige qui t'amène du positif et tu te sens intouchable quoi. Et ça pour atteindre ce mood là, c'est vrai qu'il y a pas de baguette magique. Des fois ça se déclenche, des fois tu commences ton match, tu fais 3 bonnes attaques, tu fais un bloc, un ace, c'est vrai que tu commences bien. Donc du coup, tu te sens un peu intouchable et ça se réveille et ça se met en route. Mais il y a pas de recette miracle quoi. C'est petit bout par petit bout, s'attacher à chaque fois un peu de positif, un peu de positif, un peu de positif et ça t'amène à que ça quoi. Et aussi essayer de balayer très vite le négatif quoi. Tu rates quelque chose, hop, tu te reconcentres et si tu peux demander à ton passeur de te la refaire pour repartir sur quelque chose de positif. Tu peux te prendre en main au service pour faire un bon service et te rattacher à ça. Les coéquipiers sont là aussi pour t'aider. S'ils voient que tu peux avoir raté quelque chose, tu peux avoir des gars qui viennent te voir et te dire c'est pas grave, machin, truc, et savoir les bons mots. Des fois même un regard ça suffit. Un regard de ton coach, un regard même d'un gars sur le banc ou c'est des petites choses comme ça qui te remettent dans un état d'esprit plus favorable, plus positif, quoi. C'est balayer vite le négatif pour rester dans quelque chose de positif. Est-ce que des fois, au-delà de tes coéquipiers, un événement dans le public ou un encouragement dans le public, ça peut aussi avoir cet effet-là ou pas? Alors peut-être qu'il sera moins fort, mais c'est vrai que d'avoir le public qui te soutient, c'est quelque chose d'utile. C'est aussi un outil. Okay. C'est pas pour rien que quand on joue à la maison en général avec notre public, on est plus fort. Ouais. C'est qu'on sent que le public nous soutient et c'est vrai que de le sentir présent, qui pousse ou de voir quelqu'un, ça peut aussi aider à se sentir bien, sentir mieux, aider quoi. Ouais. Ça a pu peut-être m'arriver quand j'étais plus jeune. De voir peut-être de la famille ou des amis dans le public et de. Ou une fille ? Peut-être. J'ai pas d'exemple, mais oui, c'est probable. Non, mais des gens que je connaissais, quoi. 2 filles. Mais non, des gens que je connaissais et puis voilà, on les voit et puis ça redonne confiance et c'est reparti. Tu vas chercher le regard d'un coéquipier en particulier dont tu te sens plus proche, par exemple? Des fois, ouais, tu cherches un peu des regards pour voir si on t'aide ou à l'inverse si on t'enterre un peu, si c'est un regard un peu négatif sur toi, ça peut te faire mal aussi. Hein. D'avoir un coéquipier qui porte un regard négatif après une action ratée, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, donc... Alors ça, c'est un truc... Est-ce que vous avez un peu de préparation mentale collective sur comment pouvoir aider justement son coéquipier dans des moments difficiles? Parce que comme tu l'as dit, le regard d'un coéquipier qui est hyper important pour nous, qui va beaucoup compter, il peut nous faire très mal, comme tu viens de le dire. Est-ce que vous en parlez entre vous, par exemple? J'ai très peu eu de moments collectifs, de moments de travail mental collectif. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois quand j'étais à Montpellier il y a longtemps et j'étais encore... c'était mes premières années. Donc j'ai jamais vraiment eu ce travail avec mes coéquipiers, mais on se connaît, par exemple, si on prend l'exemple de l'équipe de France, on se connaît tous très très bien et on sait ce dont on a besoin, ce dont l'autre a besoin pour être bon, ce dont l'autre a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'il a besoin de voir, et on sait s'entraider comme ça. Malgré tout, il peut y avoir des moments où il y a une petite réaction qui va pas, où il y a un regard qui est pas bon et ça peut faire mal, mais après on est aussi libre de parler, d'échanger et d'aller voir la personne et lui dire voilà, la réaction là elle m'a pas aidé et puis on travaille comme ça et on avance comme ça. Donc c'est vrai que et le collectif est important, c'est bien d'être aligné sur des réactions, c'est bien de communiquer et ça on sait bien le faire en équipe de France. Ok. Pour revenir tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait des moments, des matchs où tu as été dans le flow. Tu te souviens de matchs marquants où tu as eu cet état-là
Ouais, il y a des matchs, ceux qui sont marquants, c'est ceux qui ont le plus compté. Je pense que c'est ceux des jeux. Ok. Il y en a eu des jeux à Tokyo. Il y en a eu où je me suis senti très bien. Tu t'es senti voler, imbattable, je me suis senti, intouchable. ouais, qu'importe ce que je pouvais faire, ça fonctionnait. Je me sentais très fort. Et en plus tu te sens fort, plus t'es fort. Donc, et c'est peut-être ça le flow aussi, quelque part. Et c'est peut-être cette surconfiance en soi qui fait que finalement t'es injouable. Et je l'ai aussi eu sur la finale des Jeux à Paris contre la Pologne, où je fais une bonne finale, je fais une très bonne finale, notamment à l'attaque. Et ça démarre parce que je suis en réussite à l'attaque, et du coup tout de suite ça me met dans une posture de confiance. Et voilà. Et quand t'as confiance, tu vas à l'attaque, t'es un peu plus relâché, tu tentes plus de choses. Et quand tu tentes des choses et que ça fonctionne, ça te donne encore plus de confiance. Et voilà, et c'est parti, quoi. Et c'est parti. Puis aussi, quand tu démarres bien un match et que tu fais 1, 2, 3 attaques successives qui sont gagnantes, t'as aussi cette petite marge de te dire, bon, de toute façon, sur la prochaine attaque, si je rate, je suis toujours bien. Ce que j'ai fait avant est bien, c'est pas grave. À l'inverse, si tu commences avec une faute, 2 fautes, un bloc, que tu commences très mal, tu sais que sur la 4e attaque, il va falloir faire le point à un moment donné. Donc t'es plus dans la même posture, dynamique. Donc il faut faire le point, donc t'as cette pression, donc tu vas moins tenter, parce qu'il faut que tu sois en réussite, donc tu prends moins de risques. Donc tu restes dans un truc un peu plus middle, middle, voilà, et que ça t'aide pas finalement à te libérer, à faire un point. Donc en fait t'es dans un cercle vicieux qui est un peu négatif, une spirale négative. Et là-dessus, parce que effectivement, du coup, une des clés, c'est de bien commencer, mais ça, on ne maîtrise pas forcément, parce que l'équipe en face peut te faire déjouer. Est-ce que il y a des moments dans le match où tu arrives à faire un reset, si c'était mal parti, je sais pas, la fin d'un set, ou un changement de service, ou quoi? Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à repartir sur table rase et oublier un peu tout ce que tu as fait? C'est dur. C'est dur de switch complètement. Il y a toujours besoin de quand même passer par un événement, par quelque chose qui marque et qui est palpable, on va dire. C'est par un point. Il faut repasser par là. Il faut repasser par 1 ou 2 points, une petite phase un peu positive qui va faire que ton mental va suivre et ton mental repart sur quelque chose de positif. C'est difficile vraiment de juste aller se poser sur le banc, de faire une incantation ou je sais quoi, et de se dire c'est bon. Là, je me sens reset, je me sens nickel, je me sens alors que juste avant, t'avais pas très bien joué, voire très mal. C'est vraiment difficile je switch et maintenant tout est positif. Il faut quand même passer, en tout cas pour moi, il faut passer par quelque chose de visible et de concret, comme une bonne action, un point, un bloc, un bon service qui t'aide quand même à te basculer sur quelque chose de positif. C'est pas en claquant des doigts comme ça que t'arrives à... Oui, il faut que ça soit quelque chose de réel pour pouvoir t'appuyer dessus. Pour s'appuyer dessus, quelque chose de concret, voilà. Faut qu'on revienne après sur les 2-3 matchs où tu t'es senti dans cette zone de flow, quand on reviendra peut-être sur les Jeux Olympiques, parce que déjà c'est magique de jouer des JO, mais en plus pouvoir vivre cette sensation, être dans la zone sur des matchs aussi importants, ça doit être une sensation exceptionnelle, surtout qu'à la fin c'est la victoire. Pour faire la transition avec l'équipe de France, là, avant les JO, je sais pas comment ça s'est passé cette période du Covid. On vous annonce d'abord que les JO sont annulés. On vous dit tout de suite que c'est repoussé. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand on vous dit je sais plus comment on nous l'annonce, mais je sais que c'était mars-avril. C'était en mars que le championnat se termine, nous en Italie. Okay. En fait, il se stoppe. Donc, en sachant pas s'il allait reprendre, moi je décide de partir, de rentrer à Montpellier, parce que j'avais envie de vivre le moment du lockdown. J'avais envie de le vivre avec ma famille et pas rester tout seul dans mon appartement à Latina pendant 2 mois et demi. Donc, et ça j'ai bien fait, parce que ça a fait énormément de bien de sentir
il y avait plus rien qui comptait, juste être en famille plus de volets, plus rien, plus de. Donc ça c'était aussi une belle période pour moi, même si je sais que c'était pas. Enfin le Covid, ça a fait des morts, ça a créé plein de. Mais pour le mental et le physique, ça a permis de me reposer, de faire une vraie pause. Et puis je crois qu'on l'a appris au cours du confinement, on l'a appris que les jeux étaient repoussés à l'été d'après, quoi. Et ça a été un peu une déception parce qu'on aurait aimé les vivre le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que là, la situation elle faisait qu'on pouvait pas. Mais aussi, ça nous laissait une année de plus pour travailler, une année de plus pour être plus fort et pour se préparer pour Tokyo. Donc mentalement, tu ressors un peu frais de la période Covid pour enchaîner. Ouais, carrément. Je me sens frais énormément. Ouais. Et pas trop dur l'arrivée à Tokyo, les tests, être confiné. Parce que j'imagine que vous aviez des tests au moins tous les jours. Tous les jours, on était testés tous les jours pour savoir si on était pas positif. Mentalement, ça t'était pas. Non, parce qu'on était dans notre compétition et qu'il y avait plus que ça qui comptait finalement. Le fait d'être au village olympique, d'être entouré de tous ces athlètes et d'être dans un moment sportif qui est quand même. On fait rien de mieux que les jeux, quoi. Donc non, c'était le prix à payer pour y être et on l'a bien pris. C'est juste dommage qu'il y ait pas eu de public dans les salles. Nous, on jouait dans une arena qui était magnifique, mais il y avait personne. Donc c'était un peu particulier, mais finalement, on a pu se concentrer sur nous, vraiment, et vivre la chose vraiment qu'entre nous. D'autant plus qu'on était très loin de nos familles, nos amis, tout ça, qui étaient en France. Et on a vraiment vécu ces jeux vraiment entre nous. Et c'était vraiment spécial pour ça aussi. Et la victoire aussi, on l'a vécu comme ça. Contrairement à Paris où ça a été complètement l'inverse pour le coup. On était chez nous avec les publics, nos familles, nos amis. Enfin, donc on a vécu vraiment deux choses très différentes, mais qui étaient vraiment belles toutes les deux. La différence de gestion émotionnelle sur les deux, j'imagine qu'elle est colossale. Oui. Et à Tokyo, donc il n'y a pas de public. J'imagine tout à l'heure tu disais que ça mettait un boost. Est-ce que ça peut être un trigger qui te déclenche une source de motivation de fou, le public, ou est-ce que là vous avez réussi à trouver un déclencheur interne entre coéquipiers? C'est ça. Là, il a fallu en fait trouver une force et garder cette force qui était que collective finalement et qui venait pas d'ailleurs de l'extérieur que de nous. Mais c'était aussi pareil pour les équipes adverses. Hein. Mais non, nous, on a tendance à dire que notre équipe, sa force majeure, c'est notre collectif, c'est le fait qu'on soit une grande famille. On est tous on est presque des frères entre nous et à ce moment-là, ça s'est ressenti. Et je pense que ça a été un atout majeur d'avoir cette caractéristique dans notre équipe. Et le collectif a pris le dessus. Parce qu'en plus, sur cette compète, on a failli passer vraiment quelques fois par loin de rentrer à la maison, quoi. Et ça a été une compète très dure, même plus dure qu'à Paris, plus de matchs. Il y a eu peut-être 2 ou 3 matchs en plus à Tokyo qu'à Paris. Donc ça a été très long, très dur. On a failli retourner à la maison assez rapidement. Et ce collectif a fait qu'on a réussi à surmonter tout ça et on est allé chercher la victoire, quoi. Et juste avant de revenir sur ces matchs de défaite, est-ce qu'il y a d'autres triggers de motivation qui te déclenche un boost, je sais pas moi, un adversaire qui célèbre devant toi au filet, ou un autre truc, est-ce qu'il y a des trucs qui te mettent en transe et qui te disent là je vais le point d'après, c'est sûr, des fois il peut y avoir des chambrages un petit peu au filet, puisque comme je disais avant, nous c'est pas un sport de contact, donc ça passe par d'autres choses, ça passe par des regards avec l'adversaire, du chambrage, on parle au fil, donc effectivement si l'adversaire fait ça, des fois on est amené à réagir face à ce qu'il a fait. S'il nous regarde, ça nous déclenche chez nous une volonté de réaction. On a envie de réagir face à ce qu'il fait. Il se fout un peu de nous et du coup ça peut des fois booster. C'est pour ça que de temps en temps, il y a certains joueurs, faut surtout pas rentrer dans leur jeu parce que eux, ça les nourrit et ça les motive encore plus. Et ils sont là et ils passent ici. Et par exemple, c'est le cas de Erwin. Faut pas le chauffer. Erwin, il faut surtout le laisser. Et moi, je l'ai pas respecté cette année cette règle avec lui. Donc juste pour remettre le contexte, dans le championnat turc, toi tu joues à Galatasaray, lui il joue dans l'autre club, Fenerbahçe, donc les rivaux. Grosse rivalité. Et deuxième match de championnat, il gagne.
Et les 2 matchs de play-off, on gagne. Mais j'allais dire qu'il faut pas rentrer dans son jeu, Erwin, et pas le nourrir de ça. Mais c'est pas quelque chose que j'ai respecté finalement là cette année, parce qu'on se chambrait pas mal, on parlait et tout, mais bon. Vas-y, raconte-nous comment Non, mais vous êtes chambrés sur le terrain, sur les ouais, réseaux, sur le terrain, on se chambrait. Moi, je lui lançais des grandes phrases, lui pareil. Et, je sais plus ce que je lui disais, mais par exemple, je vais balancer un gros service, je vais lui mettre un ace, je vais forcément lui dire un truc. Bah, tu la tiens pas celle-là, ou tu sais des trucs qui mettent un peu le seum. Des petits trucs, voilà, qui mettent un peu le seum. Tu feras gaffe, elle arrive vite, ou enfin des trucs, je sais pas, sur le moment, sur l'instant, des trucs qui sortent comme ça. Mais tu lui dis sur le ton un peu de la blague, parce que vous êtes super potes, ou tu le dis quand même un peu, t'as envie de lui mettre un peu le seum en lui disant... Ouais, c'est la blague, mais voilà, t'as envie d'aller le chercher, et puis lui, il fait ça fois 1000, donc puis tu vois, si je lui mets un œil, je le lâche pas du regard, quoi, jusqu'à ce qu'il croise mon regard, et des trucs comme ça, quoi. Et après un petit texto le soir ou pas? Pour lui dire. Bah non, mais le soir on était ensemble. Mais par exemple là sur un des matchs où il était peut-être pas trop en canne et je passais pas mal par-dessus lui à l'attaque. D'ailleurs j'avais fait mon record de points, j'avais fait 42 points sur ce match. Oh, donc, presque 2-7. Presque 2-7 ouais, de points. Mais parce que lui il était pas en canne et au bloc il sautait pas un péco. Donc je passais au-dessus de lui tout le match et du coup je le chambrais et je dis tu sautes là ou des trucs comme ça, quoi. Donc mais ça en direct dans le match, quoi. Okay. Donc oui, il y a des joueurs comme Erwin, faut pas rentrer dans leur jeu parce que ça les motive encore plus et ils deviennent plus forts avec ce jeu en fait là. Ok. Donc faut faire attention, ou alors faut bien le connaître. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ce collectif il est aussi soudé dans votre équipe? Bah nous on se connaît depuis énormément de temps. Il y a une génération, en fait il y a plusieurs générations dans cette équipe, mais plus ou moins tous on se connaît depuis très longtemps. Donc et aussi il y a aussi une autre attache, c'est on a beaucoup de nos pères qui jouaient aussi ensemble. Ok. Le père d'Erwin est le tien? Le père d'Erwin est le mien. Il y a le père de Trevor. Maintenant il y a le père de Théo aussi qui jouait. Il y avait le père de Julinel à l'époque. Il y avait le père de Grebenikov. Il y avait le père de Kevin qui était Laurent. Voilà, il y avait le père de Thibaut Rossard aussi. Okay. D'accord. Non, Laurent Tilly. Pardon, le sélectionneur de l'équipe. Le sélectionneur. Donc il y avait, ils se connaissaient aussi avant nous, quoi. Donc il y a une sorte de c'est une famille, quoi. Ouais. C'est une famille et c'est presque des cousins avec qui vous avez grandi. Exactement. Bah il y en a certains quand en fait nos pères se réunissaient pour faire des fêtes, des trucs comme ça. On s'est croisés étant petits en fait. Et alors, est-ce qu'il y a eu des mariages entre familles, du coup, avec cette proximité? Ah non, il n'y a pas eu de mariage entre familles, mais non, mais il y a ce lien, quoi. Il y a ce lien qui est inexplicable et qui y a pas ailleurs. Et je pense que ça, dans le monde du volley, on est reconnu aussi pour ça, parce que tout le monde nous parle de notre collectif tout le temps. Moi, quand je vais jouer dans des équipes, on me parle souvent de l'équipe de France. Mais comment vous faites? Vous vous aimez tous? Comment c'est possible? Et qu'est-ce que vous faites pour être comme ça sur le terrain? On a l'impression que vous rigolez tout le temps, machin truc. Ils sont tous intrigués par notre équipe. Et nous, c'est juste normal. Ouais. Donc pour revenir sur les Jeux Olympiques, tu disais tout à l'heure, vous avez perdu pas mal de matchs en 2020. C'est des groupes de 6 équipes. Donc vous avez 5 matchs, vous en perdez 3, vous en gagnez 2. Donc vous c'est ric-rac. Là, est-ce que vous vous dites on va rentrer à la maison rapidos, ou vous vous dites là maintenant ça repart à zéro? Ouais, vous vous êtes dit. On se l'est dit pas mal de fois. D'ailleurs, ça devenait une sorte de blague qu'on se faisait tout le temps. Avant d'aller à un match, on disait vous avez préparé les valises, les gars. De toute façon, on va perdre. On rentre à la maison. Et c'était devenu une blague, ouais. Mais depuis d'ailleurs le TQO à Berlin. Quand on se qualifie. C'est le dernier tournoi pour se qualifier. C'était le dernier tournoi. Donc si vous perdez ce tournoi, si on perd ce tournoi, jamais on aurait vu les Jeux. Et donc ouais, c'était devenu une blague un peu, ouais. Mais peut-être aussi pour se décharger de la pression, un truc un peu qui nous faisait marrer, et ce truc de dire de toute façon on va rentrer à la maison, on va perdre. Et maintenant on le dit toujours. Hein. De toute façon, on va perdre, les gars, vous croyez qu'on va gagner? Les Jeux de Paris, c'était pareil, on était là, on se disait, mais vous croyez vraiment on va gagner? On va se prendre 3-0 partout. Mais c'était devenu une blague, quoi.
Ah, faudra qu'on revienne dessus parce que je crois qu'avant les JO 2024, t'étais persuadé que vous alliez pas les gagner. Ah ouais, bah oui, ça fait partie du truc aussi. Ouais, j'étais très loin d'imaginer qu'on puisse les gagner. Ouais. Le type, c'est de se dire de toute façon, quoi qu'il se passe, je vais perdre, jouons le truc. C'est un Il peu. y a de ça au fond. Il y a de ça au fond. Il y a de Ouais. ça. C'est-à-dire que de toute façon, maintenant, c'est perdu, tout est perdu. On a plus de chance de se qualifier. Ouais, on est là, on a de la chance. On va rentrer à la maison de toute façon, machin, et on a juste à jouer. Et en fait, c'est dans ces moments-là où on est très compliqué à jouer. C'est quand justement, ouais, on se décharge de cette pression, que tout est perdu, qu'on est un peu dos au mur. Et ben là, c'est là qu'on est compliqué à jouer. Parce qu'en fait, peut-être que le plaisir reprend le dessus à ce moment-là. Et comme je disais, quand tu prends du plaisir, il y a tout qui roule, quoi. C'est surtout dans notre équipe, surtout l'équipe avec laquelle on joue, les gars qui sont dedans. Quand on prend du plaisir, on est difficilement arrêtable, quoi. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand vous perdez 3 fois dans les poules et vous gagnez 2 fois, vous dites bon bah on y va, on va voir. De toute façon, on se dit de toute façon nos valises elles sont prêtes, on va rentrer, on va jouer, on va rentrer, puis voilà quoi. Et en fait, le quart de finale contre la Pologne, on gagne 3-2. Mais c'est là où vous avez vraiment une force mentale de fou parce que c'est pas des matchs simples derrière. Quoi qu'il se passe, vous restez, vous vous accrochez, vous gagnez 3-2 contre la Pologne, qui est une énorme équipe que vous battez en finale en 2024. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que vous lâchez rien et même si vous avez fait une mauvaise partie de la compète avant, contre les top équipes, vous donnez tout, quoi, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, en fait, on l'a déjà montré que c'était capable et qu'on était capable de revenir même quand des situations elles étaient super fermées, quoi. Donc on sait ce dont on est capable et justement on sait qu'on peut revenir de loin, qu'on l'a déjà fait par le passé, donc il y a aucune raison que ça le refasse pas, quoi. Et ça nous est arrivé plein de fois de sauver des matchs, sauver des qualifications. Donc on est capable et on le sait sans se le dire, on le sait qu'on est capable. Donc on s'accroche jusqu'au bout. Ok, donc ouais, c'est capital toute l'expérience que vous avez construite. Vous vous en resservez dans les vestiaires. Vous dites les gars, on l'a déjà fait au TQO. Là, on l'a déjà fait. Mais on se le dit pas. On se dit, on va perdre de toute façon. Non, mais je rigole, mais c'est vrai. Ouais. On se dit, mais en rigolant. On se dit en rigolant. Allez, venez, on y va, on va faire. Et en fait, mais on veut pas. On le veut pas au fond de nous. Ouais. Et sur le terrain, il y a ce truc qui se met en place. C'est un truc qu'on se dit pas, mais qui est là et qui est visible parce qu'on se bat comme des chiens et on crée du jeu, on développe notre jeu comme il faut et puis on débloque des situations. Mais c'est quelque chose qui est pas dit, c'est quelque chose que c'est l'énergie qu'on crée qui montre qu'on y croit. Ok. Ouais. Je vois, vous dites l'opposé de ce que vous pensez au fond et de votre conviction collective. Ok. Exactement. Et vous vous motivez entre copains avec ces types de charriades. Est-ce que le coach a besoin de vous motiver ? Il a quoi comme discours ? Le coach, dans notre équipe, pour ça, il n'a pas besoin de vraiment intervenir. C'est nous qui avons les clés, c'est nous qui gérons ça, on se motive tout seul. On crée l'énergie qu'il faut tout seul. Le coach, lui, il est plus sur quelque chose de technique, tactique. Ce qui est de l'énergie, il n'a pas vraiment besoin de le faire. Vraiment, c'est nous qui créons cette énergie, quoi. Okay. Donc, il n'intervient pas et justement, il vaut mieux qu'il laisse faire le groupe, qu'il laisse trouver sa voie et sa façon de faire et qu'il n'interfère pas dedans, quoi. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et que ça marche. On est les créateurs de notre propre énergie, quoi, ouais. Et dans les rouages de l'équipe, il n'y en a jamais un qui met un grain de sable qui fait que la roue tourne moins bien? Et non, jamais, justement. C'est la caractéristique de notre équipe, c'est que vraiment, on va tous vers le même, sur la même voie, sur le même chemin. Et non, il n'y a jamais quelqu'un qui s'oppose ou qui freine une énergie ou non. Au contraire, on est tous vraiment portés par la même énergie et c'est pour ça que notre collectif est incroyable et c'est pour ça qu'on gagne des matchs qu'on doit pas gagner, qu'on doit perdre, que quand tout est fini. Et c'est parce qu'on va tous vers le même endroit. C'est beau, ça a l'air vraiment d'être le sport collectif. Dans l'équipe ultime du collectif, c'est super intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, là, la finale, donc vous gagnez le quart
contre la Pologne 3-2, vous gagnez contre l'Argentine en demi 3-0, et en finale, vous menez 2-0 contre la Russie. Il remonte à 2-2. Là, c'est dur dans la tête. Là, c'est deux doigts de gagner le titre. Là, c'est très dur. C'est très dur. Après, on sait que c'est une finale, donc c'est dur quoi qu'il arrive la finale. On sait ce dont on est capable, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on a battu la Russie avant en poule et qu'on en est capable. On sait que tout se joue sur un set et sur un tie-break, donc on y va. Mais malgré tout, on démarre très mal. On est derrière. On est assez loin derrière. Dans le tie-break. Ah, tu parles dans le match, pardon. Dans le tie-break. D'accord, ouais, dans le tie-break. On démarre très mal et on doit être quelque chose comme... J'ai plus vraiment de souvenirs parce que le cerveau, après, il est tellement dans une phase de concentration et de moments qui est tellement incroyable que j'ai plus vraiment de souvenirs de ce début de tie-break. Je sais même pas comment on fait pour remonter, mais on est loin derrière. Ok. Et un truc comme 7-4, quelque chose comme ça. Dans un tie-break, c'est que 3 points, mais c'est beaucoup. En 15, ouais, c'est beaucoup. Faut faire tourner la rotation du service, c'est difficile. Ouais. Et malgré tout, on remonte encore une fois. On remonte, on s'accroche et on passe devant et puis on gagne quoi. Et ça me permet de parler parce que là, à 2-0, quand on se fait remonter, est-ce que t'as le bras qui tremble, t'as les jambes qui tremblent, la peur? Qu'est-ce que t'en fais de la peur est-ce qu'elle t'envahit? Non, parce que à 2-0 déjà, ça fait un bon moment que t'es dans le match et que t'es plus dans de la peur ou dans ce genre d'émotion. T'es juste dans l'action et t'es dans ton match. La peur, elle peut te prendre à la limite avant le match. Ok. Ça, c'est des sentiments qu'on a tous avant un match, une sorte de peur, de pression, la peur de mal faire, la peur d'échouer, la peur de et c'est ça qui monte avant un match un peu. Mais une fois dans le match, t'es sur d'autres types d'émotions, quoi. Et t'es plus sur de la peur et tu subis pas cette peur. T'es dans l'action et que tu sois bon ou pas, t'es dans l'action. Donc t'as plus le temps de penser à cette peur ou à être tétanisé face à quelque chose. C'est plus des émotions d'avant-match. Ok, donc à aucun moment, sur un point, tu te dis j'ai pas envie qu'on fasse la passe ou j'espère que c'est pas à moi de faire la récep. À aucun moment tu te le dis? Si, tu peux te le dire. Tu peux te dire, tu peux avoir cette pression du point et te dire, là, il va falloir le faire le point. Du coup, tu fais quoi? Tu te dis, vas-y, tu te motives, Effectivement, ce moment, il te prend, cette petite peur te prend sur l'instant, se dire, là-bas, elle va certainement arriver pour moi. Et finalement, et ça, c'est des choses que tu te dis quand le point est arrêté. Avant, par exemple, tu es en situation de side-out, donc ton équipe est en réception, il y a un serveur en face, et toi, t'es prêt, après la réception, tu vas aller attaquer. À ce moment-là, tu te dis, là, le ballon, il va peut-être être pour moi, c'est pas, il faut que je fasse le point, pas facile et tout. Mais une fois que le ballon, en fait, le serveur il est parti, t'es plus dans cette réflexion de peur, il est pour moi et pas pour moi. T'es dans ton truc, t'es dans ton action. Donc, tu réfléchis plus. Tu vas à l'attaque, si le ballon il arrive, t'es dans l'action et tu penses à autre chose que de la peur, tu penses à comment je vais faire le point, comment ils sont au bloc, est-ce que je passe diagonale, est-ce que je passe ligne, est-ce que je passe... Donc t'es dans l'action. T'as plus de pensée parasite à ce moment-là qui te T'as vient. plus de pensée parasite. T'es dans l'action, t'as ta course d'élan à prendre, t'as analysé la situation, t'es dans ton action, quoi. Okay. Donc ces petits doutes, ces petits moments de peur, effectivement, que tu peux avoir, c'est plus entre les points, dans des temps morts. Parce que c'est là que le mental, il prend de l'espace. C'est quand t'es dans un temps mort, il a le temps d'être là. Il a le temps t'as toutes les questions qui sont là dans la tête, machin. Mais une fois que t'es dans le jeu, tu penses plus à ça, puisque t'es dans ton jeu et tu dois penser à d'autres choses, te mettre en défense, aller attaquer, bloquer, servir. Donc, t'es dans l'action. Ok, donc t'es vraiment dans le point. Il n'y a pas un moment où ton cerveau, il est un peu sur le côté, en train encore de cogiter. Non, pas pendant l'action en elle-même. Et la peur d'avant-match, tu fais comment pour la gérer? On en parle rarement. La dernière fois, je regardais un podcast, il y a Richard Gasquet, Manarino, et qui parlait qu'avant les matchs de tennis, tous les mecs dans les vestiaires, les toilettes étaient toutes prises. Comment tu fais pour gérer ça? Est-ce que tu arrives à transformer la peur en quelque chose de positif, que ton corps est en train de se préparer à l'action? Moi, par exemple, si on parle des jeux, j'avais une routine. J'avais une routine qui me permet de rentrer dans le match et de me sentir prêt. De me sentir prêt malgré la peur et justement, cette routine, elle fait que cette peur, t'arrives à un peu la contrôler.
Alors je saurais pas expliquer par quel mécanisme, mais c'est dans un truc, comme t'es dans un truc que tu connais aussi, et que tu dois enchaîner des choses dans un ordre précis, cette peur, elle est un peu moins là, puisque tu penses à autre chose. Tu penses à l'action que tu dois faire. Tu penses à l'action que tu dois faire. d'après. Moi, par exemple, les jeux, alors on va peut-être me prendre pour un fou, mais ma routine d'avant-match, elle commençait quand je pars de ma chambre. Quand je pars de ma chambre, j'allais chercher un truc à boire en bas, je m'installais à une place précise, en bas de l'hôtel, du village. Je passais un petit coup de fil, ma mère ou mon père, ou les deux. On se réunissait tous dessous l'immeuble pour aller à l'entrée du village, donc en groupe. Moi, ça commençait, je mettais mon casque, j'avais une musique particulière à ce moment-là, une autre à ce moment-là. Okay. Quand je rentrais dans le bus, j'avais une autre musique. Après, une fois dans le bus, j'avais toute une liste de musique à écouter dans l'ordre. T'avais quoi comme liste de musique? Je crois que tu fais un peu de mix de son, non? Sur ouais, le ouais. réseau, t'avais mis un truc. Mais j'avais plein de musiques différentes. J'ai toute une liste. Quel style de musique plutôt? Électro, c'est ça? De tout. Alors là, pour ces jeux, parce que j'ai pas la même routine pour tout, mais là, cette compétition, c'était celle-là. C'était cette routine-là. J'avais beaucoup d'électronique. Okay. Voire un peu trance aussi. Et j'avais une musique, je me rappelle, c'est la musique piano avec NASA. Okay. Où cette musique, elle intervenait juste à la sortie du village. Donc cette musique, elle durait à peu près juste un peu avant la sortie, jusqu'à ce qu'on aille dans le bus. Donc ça, c'était la musique de piano. Il fallait que j'écoute cette musique. Et quand t'écoutes la musique, t'es à fond dans la musique ou tu penses à d'autres trucs? T'es à fond dans la musique, moi je chantais, machin, essayer de relaxer et tout, et puis des fois tu penses quand même au match qui arrive, mais t'essaies d'y penser de manière positive avec la musique qui t'aide à y penser comme ça. Et à te mettre dans un mood positif, c'est la musique qui t'aide à te mettre dans un mood positif, et puis voilà, puis bon, après on arrivait en bus devant la salle, et puis voilà, j'allais chercher un café, d'abord j'allais mettre mes affaires dans le vestiaire, et toujours avec mes ordres de musique, j'allais chercher un café avec la musique dans la tête, etc. Je passais aux toilettes, après je mets mon short, les chaussures, je joue un petit jeu aussi sur le téléphone pour penser à autre chose, que j'y jouais aussi à Tokyo à ce jeu-là pour le coup. C'était quel jeu? C'est un petit jeu qui s'appelle Altos Odyssey. C'est un petit jeu tu dévales une pente à ski en fait, et t'essaies d'aller le plus loin possible en fait. C'est con, mais voilà. Et du coup j'avais ce jeu pour me vider un peu la tête, penser à autre chose, sortir du contexte, sortir de la pression peut-être aussi. Et voilà, enfin j'avais toute une préparation en fait. Et du coup en fait quand t'es dans cette préparation et dans cette routine qui t'est familière, il y a un peu moins de place. Il y a un peu moins de place pour la peur, quoi, pour l'appréhension. Et s'il y a une étape que tu peux pas faire, ça te gênait ou t'arrivais ou peut-être que t'as. Ça me gêne sur l'instant, mais normalement je l'ai fait toute. Hein. Okay. Normalement justement je fais en sorte de pas en louper une, quoi. Ok. Ouais. Et alors tout à l'heure tu parlais du fait que t'étais dans le flow, dans la zone pendant ces JO à certains matchs. Tu penses à quel match où tu t'es senti volé et intouchable en 2020 à Tokyo? À Tokyo, il y a eu le Brésil. Le Brésil qui était en poule, où ça a été important, on a perdu, mais ça a été important qu'on aille chercher le point. Donc il fallait 2 sets. Okay. Et on va chercher en plus le 4e set. Ouais, le 4e set, on va le chercher sur un score d'aimant, quelque chose dans les 30. Et le Brésil, une équipe historique dans le volley, le Brésil, énorme palmarès. Ouais. Donc on arrive à aller chercher ce 4e set qui nous donne un point, et le point vraiment qui était pour se qualifier, c'était vraiment important. Et on arrive à aller chercher. Et j'avais bien joué aussi, Et alors tu peux nous faire vivre un peu comme dans un casque de réalité virtuelle, et peut-être qu'après il y en aura aussi un en 2024. Cette journée dans les vestiaires, quand tu rentres sur le terrain, comment tu te sens, les sensations parce que celle contre le Brésil, c'est il y a trop longtemps, j'arriverai pas. Il y a eu trop de matchs après pour. Je me rappelle pas assez, mais ouais, pour les. Mais tu te rappelles du coup de sensations que tu avais dans ton corps sur ce match? Ouais, en fait, la sensation, c'est vraiment le focus. Le focus sur un truc que tu as envie d'aller chercher
plus fort, le plus au fond de toi, quoi. Et je pense que c'est encore plus parlant si on prend l'exemple de Tokyo et de cette finale, où encore une fois, faut aller voir le match, faut aller le revoir et voir sur nos têtes l'équipe de France, comment on est focus et comment sur nos têtes ça se voit. Que chaque point est important, chaque point nous rapproche de la victoire et ça se voit vraiment, quoi. Ça compte, c'est vital en fait. Sur le moment, sur le terrain, il y a que ça qui compte, quoi. Et chaque point, qu'importe lequel c'est, un petit point sur une petite feinte qui tombe ou un gros ace, chaque point te rapproche de la victoire et voilà, il y a un truc qui se fait au fond de toi qui te transcende. Le match joué point par point. Vous mettiez l'intensité de votre vie sur chacun des points. C'est exactement ça. C'est chaque point nous rapprochait de cette victoire et de ce goal ultime, quoi. Et encore une fois, ça se voit. Ça se voit vraiment si vous regardez le match. Ça se voit sur nos têtes. Ça se voit. C'est même pas on est souriant et content et joyeux d'avoir fait un point. C'est pas de la joie. C'est limite nos visages sont fermés et concentrés sur le focus. Là, on va aller jusqu'au bout et ça se voit. Ouais. C'est le prochain point qui arrive aussi va être super important. C'est ok, là on a réussi ce point, mais il faut que ce point là qu'on a réussi nous serve pour le point d'après qu'il faut qu'on aille chercher. Et cette intensité, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est... Cette intensité, vous avez réussi à la remettre dans d'autres matchs? Tu penses à d'autres matchs où c'était aussi fort en intensité? Là, cette année, moi, je l'ai ressenti aussi sur les matchs contre Fenerbahçe, justement, contre Ervin, en play-off. Ces matchs en demi-finale des play-offs, donc qui nous servaient à aller en finale. Et c'était vraiment un objectif pour moi. Le club à Galatasaray, ça faisait 36 ans qu'ils n'étaient pas allés en finale. Donc c'était historique pour le club et je voulais vraiment ça, je voulais vraiment qu'on aille en finale et pareil, j'étais dans un mood où vraiment je le voulais au fond de moi, quitte à des fois être un peu exigeant avec les autres sur le terrain et les coéquipiers et ouais, être méconnaissable, me sentir en transe, me transcender, quoi, sur le terrain pour il y a plus que ça qui compte en fait. Il y a plus que ça qui compte. Ouais, t'avais l'état d'esprit d'un lion et tu voulais que tes coéquipiers, qu'il n'y ait pas de rebaisse d'intensité. Voilà, garder tout le monde avec la même état d'esprit et aller chercher tous un truc, un objectif tous ensemble. Mais tu peux pas aller le chercher si à un bout d'un moment tu le veux pas le plus possible et faut que tu le sentes là que c'est limite vital en fait. Ouais. C'est vraiment cette sensation et bon, bien sûr, c'est pas un état dans lequel tu peux être à tous les matchs, les matchs de championnat. Bon, des fois, faut se le dire, t'as pas envie de jouer le match parce que t'es un peu fatigué, un peu mal, machin, truc. Et tu peux pas avoir le même mood et c'est humain. Il y a pas de, voilà. Et ces souvenirs et ces sensations dans ton corps contre le Brésil et contre la Russie, c'est des souvenirs que tu réutilises souvent sur le terrain? Alors les utiliser, c'est un peu, c'est difficile parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose que tu te dis, allez, tac, je repense à ce moment-là et je veux être pareil et tout se met en route. Tu y penses, tu sais que tu peux le faire, mais il faut le match qui le veuille, quoi. Il faut le match avec le contexte précis, il faut que ce soit un match important, qui t'emmène vers quelque chose d'important. Comme je disais, sur un match de championnat, tu peux pas le déclencher, t'as beau y penser. Ouais. Il faut vraiment le vouloir au fond de toi pour que ça se manifeste. Et donc, il faut que ce soit des matchs importants comme des finales, des demi-finales, des choses qui t'emmènent vers des grands titres ou et puis de toute façon, c'est là, quand tu l'as fait plusieurs fois, tu sais que tu l'as au fond de toi et tu sais que tu peux le refaire. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu penses à ce match où tu l'as déjà fait que ça se remanifeste. Mais tu sais que tu peux le faire, quoi. Ok. Et donc vous êtes champion olympique. Tu dis que c'est l'émotion la plus forte que tu as connue au volley, donc les Jeux Olympiques 2020, alors qu'il n'y a même pas de public. C'est quoi? C'est cette finale aussi accrochée qui fait qu'il y a cette intensité émotionnelle, ou qu'est-ce qui fait que c'est aussi fort, même plus fort qu'à Paris? Est-ce que c'est la première de l'histoire de l'équipe de France? Moi personnellement, effectivement, pour comparer Tokyo et Paris, l'émotion, elle a été plus forte à Tokyo. C'est fou. Et c'est fou. Ouais. C'est fou, mais bon, c'est quelque chose qui se contrôle pas. C'est personnel. Donc, ouais, tout à fait. Et ça dépend, en fait, il y a plein de paramètres qui fait ça. Déjà, c'était la première fois. On avait écrit quelque chose de magnifique. Ouais. Et le parcours aussi qu'on a eu avant.
le parcours qui était semé d'embûches. On a tellement failli passer à côté plein de fois. On a besoin de 2 tournois de qualification. Dans un des tournois de qualification, le dernier, en demi-finale, il y avait qu'une équipe qui passait. Et nous, en demi-finale, on est mené contre la Slovénie, on est mené 2-0 et 11-7 dans le 3e set. On arrive à gagner, on arrive en finale, on gagne l'Allemagne. À Tokyo, il y a plein de fois aussi où on a failli passer à côté. Quand il nous reste 2 matchs de poule et qu'il faut qu'on prenne 4 points pour passer, et que les équipes à gagner, c'est la Russie et le Brésil, là aussi, on est passé pas loin de rentrer à la maison. Contre la Pologne, pareil, 3-2, on est passé pas loin de rentrer à la maison. Enfin, donc il y a tout ce contexte qui fait que ce résultat est incroyable et qui a été très fort, qui avait vraiment été très fort. Le fait qu'on soit tous ensemble vraiment et qu'on se soit pas éparpillés en fait. Ouais. Parce qu'à Paris, ça a été magnifique, ça a été beau, le résultat est incroyable, mais il y avait la famille, il y avait les amis, il y avait les supporters, et finalement on est peut-être moins restés ensemble à Paris. Ouais. Et on s'est plus de suite projeté un peu à droite à gauche avec nos familles, et ça a plus été pour eux qu'on l'a fait, limite, que réellement un truc qu'on a partagé ensemble. Donc c'était magnifique et c'est super, on a de la chance d'avoir eu Paris, enfin je veux dire, on est reconnaissant de tout ça et ça a été autre chose, Paris. Mais l'émotion, en termes de résultats, l'émotion pure, moi je l'ai ressentie et je suis pas le seul parce qu'on a beaucoup discuté avec les gars. Ça a été Tokyo. Ça a été Tokyo. Et c'est quoi que tu as ressenti le plus fort quand tu y repenses? C'est quoi l'émotion, les sentiments, les sensations physiques que tu ressens? Alors c'est pas tellement physique, c'est juste une immense fierté, un immense, je pourrais même apparenter ça à une sorte de soulagement quoi, ou de nappe qui tombe dessus où c'est bon quoi, on a réussi quoi, un accomplissement, un truc qui te tombe mais en même temps t'es fier et en même temps aussi tu réalises pas trop ce que tu viens de réaliser, ce que tu viens de faire. T'as aussi des moments aussi d'émotion où tu te mets un peu à pleurer aussi parce que des fois tu retouches certaines choses qui te font pleurer. Moi je me rappelle, j'ai pas pleuré sur le terrain de suite, mais quand un journaliste est venu me dire mais tu te rends compte Jean, ce que vous avez fait, toute la France qui vous a suivi, vous l'avez fait pour la France et tout, et là j'ai pris en fait un shot d'émotion tout de suite où tout m'a sauté à la figure et je me suis dit effectivement, et puis tous ces gens qui nous ont suivis et tout, et là ça m'a touché et là je me suis un peu effondré mais sinon moi ça s'est pas forcément manifesté, ou alors je m'en souviens plus à Tokyo, mais ça s'est pas manifesté physiquement. C'est vraiment une sorte de t'es sur un nuage quoi, tu t'es dit on pourra jamais me l'enlever, je l'ai fait ça. Là c'est sûr. C'est sûr que là on l'a fait et puis on a gravi un sommet tellement haut et on est passé par tellement d'étapes pour en arriver là que waouh. Ouais, vous avez accompli pas un exploit, vous en avez accompli plein. Ça c'est clair. Déjà étapes, pour se qualifier, c'était le parcours du combattant. Et puis en elle-même, le tournoi était très compliqué pour nous. Donc, contrairement à Paris, on va y revenir. Il y a un match qui est chaud d'ailleurs. On peut en parler contre l'Allemagne en quart. Mais après, vous explosez l'Italie, qui est une nation extraordinaire, 3-0. Et en finale, pareil, il y a pas de match 3-0. Donc j'imagine que l'intensité, elle est moins forte parce que l'adversité était moins fort tellement vous étiez fort. Et pourtant l'adversité était présente. Hein. C'est juste nous, au bout d'un moment, on a été monstrueux. Enfin, j'ai pas les mots. Je comprends même pas nous comment on a réussi à faire ça. Mais encore une fois, ça peut se relier au fait que en demi-finale, pour la demi-finale, on attendait de savoir si ça allait être l'Italie ou le Japon. Et il se jouait en quart. D'accord. Et le Japon a eu 4 balles de match quand même pour se qualifier, 4 ou 5. Et l'Italie réussit quand même à gagner le match. Et nous, on voulait tous que ce soit le Japon qui passe parce qu'on savait que c'était l'équipe plus favorable pour nous. Ouais. Finalement, c'est l'Italie. Et en fait, je pense ça a bien fait. Ça a décuplé votre... Parce qu'en fait, du coup,
on s'est dit, mais ah ouais, l'Italie, ça va être très dur. Ça va être très, très dur. Et un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, on est à la maison, on va jouer ce match, et puis voilà, puis ça va être très compliqué, on va perdre de toute façon, en rigolant toujours, hein. Ça va être très compliqué, et du coup, il n'y a pas eu de relâchement. Et je pense que si on avait joué le Japon, on aurait eu un relâchement qui n'était pas bon du tout. Et le fait d'avoir pris l'Italie, on est tous restés... Vous vous êtes dit, on peut pas baisser contre l'Italie. Si on veut gagner, il faut être à balle. Sans se le dire, on le savait tous individuellement. Ouais. Et on se disait tous que ça allait être très, très compliqué. Mais ouais, du coup, on s'est pas relâché et on a joué un jeu incroyable, quoi. On les a... Ouais, des matchs exceptionnels. Ouais. Vraiment. Ouais. Donc, et justement, donc avant la compète, toi, tu penses que vous n'allez pas gagner, que vous n'allez pas refaire 2 fois l'exploit parce que tu te dis que c'est trop compliqué, malgré le niveau de l'équipe de France qui était très fort. Ouais, tu te dis que ça va être trop compliqué. Et tu le ressens en poule et contre l'Allemagne, que vous avez un peu ce sentiment que ça va être trop dur de faire les deux, qui fait que ça a joué sur votre niveau. Ouais, contre l'Allemagne, on a aussi failli passer. Hein. Parce que vous perdez 2-0. On perd 2-0. Tu dis que sans le public, vous n'aurez jamais gagné ce match. Ouais, sans le public, on n'aurait pas gagné ce match parce qu'il y a eu un moment où on a gagné justement quelques points importants, où le public s'est enflammé et nous a redonné cette confiance qu'on n'avait peut-être plus. Il nous a reboosté, en fait. Et tu penses que vous ne l'auriez pas eu sans le public? On l'aurait pas eu sans le public. Vous l'avez fait au JO. Là, c'était plus difficile d'aller chercher ce... Là, dans cette situation-là, ça aurait été très compliqué sans le public. Vraiment, je le pense vraiment fort. Là, il y a eu un truc avec le public qui a fait qu'ils nous ont reboosté à un moment important et ils ont célébré des points importants et ils nous ont transmis leur énergie et ils nous ont montré qu'ils croyaient encore, quoi. Ouais. Et du coup, ça nous a reboosté, ça nous a remis dedans Et concrètement, t'as ressenti quoi? Et c'était quoi? Parce que moi, j'avais pas la chance d'y être. Il y avait une ambiance de fou. Ouais, il y avait une ambiance de fou. Malade. Ouais. Ouais, tu ressens que t'es reboosté, quoi. Le public y croit et il te pousse et t'as l'impression de plus être 6 sur le terrain et d'être tous ensemble? T'as l'impression d'être tous ensemble et à contrario, l'équipe en face, elle subit tout ce que le public est en train de pousser, là, et toute cette énergie qui les enterre, en fait, petit à petit. Et c'est pour ça que c'est une arme. C'est une arme, le fait d'avoir pu jouer les jeux à la maison, d'avoir eu du public. Ça a été une vraie arme pour nous. Et à quel moment, je sais pas si c'est dans ce match ou après, vous vous êtes dit, en fait, on va la gagner à la compète. C'est mort, on va pas la lâcher. Elle va être pour nous. On se l'est pas dit. Vous êtes pas dit? On se l'est pas dit. Non, on se l'est pas dit. Comme je dis depuis tout à l'heure, on se dit, on a plutôt tendance à se dire l'inverse. Et non, parce qu'on pouvait pas, on pouvait pas se le dire. On pouvait pas se le dire, ou on pouvait le penser, mais sans le dire. Surtout pas le dire. Et parce qu'il nous restait l'Italie et la Pologne. Ouais. Tu peux pas te dire on va la gagner. C'est deux monuments du volley mondial en ce moment et à aucun moment on pouvait être confiant. Ouais. Même après avoir mis 3-0 l'Italie pour la finale, vous vous êtes dit? On s'est dit qu'on a fait quelque chose d'incroyable, ouais. Mais bon, que la Pologne c'était tout aussi fort, quoi. Et alors tu dis qu'à Paris c'est un moment hors du temps. Il y a la remise de médailles, là, il y a ta famille, il y a le public. Tu ressens quoi? T'as fait t'es double champion olympique, t'as 2 fois la médaille d'or, avec ce petit bout de Tour Eiffel dans ta médaille. Ouais. Tu te dis quoi? Tu ressens quoi? Je sais pas ce que je ressens. J'essaye justement là, à ce moment-là sur le podium, j'essaie de mémoriser toutes les images que j'ai. Je vois d'un côté, je vois ma famille, je vois des amis, je vois de l'autre côté une autre partie de ma famille. Je vois le public qui est là, je vois des petites affiches avec mon nom écrit dessus, des trucs et du coup des trucs, non mais des super trucs et j'étais plus là en mode je prends les images là, je profite et surtout en réalisant et en me disant mais t'imagines ce que t'es en train de vivre là maintenant tout de suite, t'es champion, t'es double champion olympique pour la seconde fois et t'es à Paris devant ta famille, tes amis, ton public. Mais enfin, je veux dire, à ce moment-là, il n'y a pas de moment plus beau que ce moment-là. Je ne peux pas rêver mieux. Tu te le dis? Ah, je me le dis. Je me le dis et j'essaie d'en profiter un max parce que je me dis réellement, il y a rien de plus beau. On peut pas faire plus beau que ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Il y avait même Zidane dans les tribunes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais ouais, non,
ça a été une chance encore de pouvoir faire les jeux à la maison et puis d'en en profiter. Et moment magnifique. Et tout à l'heure, on a parlé brièvement du regard de l'autre. Là, tu étais à la maison quand vous passez à 2 doigts de la porte de sortie en quart. Et au-delà de ça, le regard extérieur, comment tu le gères de te dire... Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, vous en avez reparlé entre vous, vous vous êtes dit ça va être la honte si on perd 3-0 contre l'Allemagne à la maison. Et en règle générale, comment tu supportes le regard extérieur? Est-ce que tu en fais fi, les réseaux sociaux, etc. Comment tu fais, toi, pour gérer tout ça? Ouais, c'est vrai que moi, je fais quand même attention à ce qu'on peut penser de moi. Je pense un peu comme tout le monde. On a envie qu'on pense du bien, on a envie que les gens disent qu'on est fort, on a envie parce que ça booste, parce que ça aide à avoir sa propre confiance en soi aussi. C'est pas un truc qu'il faut faire, effectivement, aller voir ce qu'on dit de toi sur les réseaux, y donner de l'importance. Mais des fois, ça peut aussi servir à se booster. Et moi, je suis plutôt chanceux parce qu'à chaque fois, on dit du bien de moi, on pense du bien de moi, que ce soit en équipe de France ou en club. On dit du bien de moi, donc j'essaie d'en profiter et de l'utiliser, tout en sachant que du jour au lendemain, ça peut changer. Si tu commences à être moins bon, moins de résultats, les gens ils changent d'avis aussi, hein, ils te laissent et tout ce que tu as fait avant, ils s'en rappellent plus. Mais c'est le sport, hein, de toute façon. Hein, ce qui compte, c'est tout ce qui est devant, en fait. Hein, c'est pas ce que tu as fait. Ce qui compte, c'est maintenant et comment tu seras fort demain. Mais ça impacte ta performance, le regard des autres? Ou ça a déjà impacté ça a déjà impacté ma performance. Mais c'est relié à la confiance en soi. Ouais. C'est qu'est-ce que les autres pensent de moi? Ah, ils pensent ça. Ah c'est peut-être qu'ils ont raison. Et du coup, tu te sens un peu moins en confiance. Mais à l'inverse, ils pensent ça de moi. Ah ouais, ils me trouvent fort. Ils disent que je suis un des meilleurs pointus. Ah ouais, super quoi. Je me sens bien, je me sens soulagé, je me sens plus fort, Et ça devrait pas, parce qu'on devrait se faire la propre opinion de soi-même, sans avoir besoin du jugement des autres. Mais je pense que c'est un mécanisme naturel et je pense qu'on est tous un peu soumis à ça. Ouais. Et moi, j'en profite parce que tout ça, c'est favorable. Donc pourquoi s'en passer? Si on dit du bien de moi, je le prends et je me nourris de ça pour être encore plus fort. Et si un jour on dit du mal, peut-être que là, je couperai le truc et je l'utiliserai pas. Et si ta confiance elle est assez forte, peut-être que ça t'impactera peu. Si ma confiance est forte, ça m'impactera peu. Maintenant, je pense que si on dit du mal de moi, c'est que je serai pas dans une de mes meilleures formes, et je serai dans un moment un peu délicat, un peu de doute. Donc ma confiance sera un peu impactée. Okay. Donc ce sera difficile peut-être de garder une confiance forte, mais à moi de trouver mes solutions après en dehors, mais surtout en coupant toutes les connexions avec les réseaux et ce qu'on peut dire de moi. Okay. Je pense qu'il faut juste l'utiliser à bon escient. Ouais. Si on dit des choses qui sont négatives, alors ça sert à rien. Ça sert à rien de les regarder. Si on dit des choses positives, moi j'encourage à regarder ces choses-là et à y donner pas de l'importance, mais à y donner une petite place qui te permet de encore plus te sentir fort. Ok, donc prendre ce qui est positif et qui est positif. C'est ça. Mais finalement, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le terrain, c'est toujours s'accrocher au positif pour en engendrer du positif encore et encore. Et en revanche, le négatif, surtout pas y faire... Okay. Savoir analyser aussi, hein, parce que le négatif, comme on disait tout à l'heure, perdre des matchs, etc., c'est des choses qui sont négatives, mais que tu peux analyser pour en transformer et la transformer en positif, quoi. Donc voilà. Okay. Maintenant qu'on est sur 2024, est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle victoire, ou celle où tu t'es senti volé? Tout à l'heure, tu disais que en 2020, c'était un peu loin. Est-ce qu'en 2024, il y a une victoire à laquelle tu penses et que tu peux nous faire revivre comme si on était un peu toi, nous reparler un peu de tes sensations et de ce que tu as ressenti s'il y a un match en référence? Oui, en 2024, le match référence, ça a été le match contre la Pologne. Tu t'es senti volé sur ce match? Ouais, je me suis senti volé. Je fais une bonne finale. Je me suis senti super bien. Et ça a été le match, pour moi, que j'ai envie de garder parce qu'encore une fois, et je me le suis dit aussi sur le terrain, j'étais sur le terrain
Et quand il y avait des petits temps morts ou des gars qui vont servir, etc., t'as des temps, comme on le disait tout à l'heure, tu réfléchis beaucoup et tout. Ouais. Je me disais, mais là, réfléchis ce que t'es en train de faire, ce dont t'es en train de ce que t'es en train de vivre là en ce moment, ce moment-là, là, réfléchis là. Qu'est-ce qui se passe? Truc de fou. T'es là, t'es en France, t'es devant ton public, ta famille, tes amis, jouer la finale des Jeux. Et vas-y, mais kiffe, quoi. T'étais en pleine conscience de tout. J'ai essayé de prendre conscience et j'ai essayé de regarder le moment présent, mais sur une fraction de seconde ou sur 2, 3, 4, 5 secondes maximum, parce qu'après le jeu il reprend et hop, t'es sur autre chose. Mais sur ces petits temps morts là, qu'il y a beaucoup au volley, et ben je l'ai utilisé pour me dire waouh, qu'est-ce que tu vis, quoi. Et en profiter, quoi. En profiter, parce que tout en étant aussi un peu, mais pas sur ce moment-là précis, mais après t'es un peu mélancolique de te dire waouh, on a vécu un moment, là on le revivra jamais. Ouais. C'est ce que je me suis dit à Tokyo aussi. Hein. Je me suis dit à Tokyo, ces moments à Tokyo, je les revivrai jamais. Ouais. Et en fait, on les a vécus à Paris. Mais bon, là, je vois mal comment revivre un moment comme celui de Paris dans ma carrière. Donc des fois, c'est un peu bizarre parce que du coup, tu te dis waouh, peut-être le pic de ce que t'as vécu, ton summum de ce que t'as vécu dans ta carrière, le truc le plus beau, ben, il est peut-être derrière, en fait. Il est peut-être derrière toi, tu l'as peut-être déjà vécu, tu revivras certainement pas un truc aussi fort, aussi beau. Et bah c'est bon, après il faut repartir et essayer d'aller chercher d'autres trucs et d'autres challenges, mais des fois c'est pas facile. Il y a une petite mélancolie qui est là et c'est pas facile. Et est-ce que tu arrives à te dire, moi j'ai eu la chance de le vivre et peut-être que j'en aurai un autre? Moi je suis reconnaissant, je le dis, je le redis, c'est vrai que pour un sportif, comme je disais tout à l'heure, on peut pas rêver mieux que juste gagner les Jeux Olympiques chez soi, à la maison, à Paris, devant son public, enfin à Paris ou ailleurs, mais chez soi, devant son public, sa famille. Enfin, je veux dire, c'est pour l'avoir fait déjà une première fois à Tokyo, donc à l'autre bout de la planète, sans public, etc. Là, c'était l'inverse complet, et on peut pas faire mieux. C'est tout. On peut pas faire mieux. Cet aspect un peu de dépression post-JO qui est souvent mentionné par les athlètes, j'aimerais bien qu'on y revienne. Et sur le match, est-ce que déjà, dans les vestiaires, tu as senti que tu étais à fond dans le match et qu'il y avait une intensité particulière? Dans les vestiaires, j'ai essayé de faire ma routine que je faisais tout le temps. et je me disais, on va vivre un beau moment. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est une finale olympique. Tu la joues à la maison, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus beau. Donc, tu la joues. On verra le résultat et surtout profite, en fait. Profite de ces moments. Profite même là quand tu sors, quand tu vas dans la salle d'échauffement. En fait, on avait une salle d'échauffement qui était complètement ouverte au public. Okay. Donc il y avait énormément de public devant notre petite salle d'échauffement, avec nous pratiquement sur le terrain, et qui commençait à nous chauffer. Et on voyait des pancartes déjà. On apercevait des fois un peu des membres de la famille. Donc même ces moments-là, ils étaient exceptionnels. Donc je me disais, à partir de ce moment-là de chauffe, quand tu t'échauffes, kiffe tout, prends tout. L'entrée sur le terrain, ça va être exceptionnel. Parce que c'est blindé. Et prends tout ce qu'il y a à prendre, petit bout par petit bout. Et juste kiffe. Et j'ai pas l'impression, je me souviens pas, je pense pas que c'était vraiment différent des autres matchs. J'ai essayé de me préparer comme d'habitude, mais en sachant vraiment que j'allais vivre un truc qui était exceptionnel et qu'il fallait que je le fasse à fond et que quoi qu'il arrive, ce serait un moment magnifique. Et ce qui est incroyable dans ce que tu décris, c'est quand même, il y a toutes les circonstances pour ressentir une pression de fou. T'es chez toi, t'as une finale de Jeux Olympiques, si tu la perds, c'est quand même un peu la grosse déception. Ouais. Et t'arrives à tout conscientiser et ressentir et le transformer en choses positives. Et est-ce que dans tes sensations, que là tu décris d'observer les gens, dans ton corps aussi, tu sentais quelque chose de très agréable quand tu frappais la balle, quand tu t'es lancé, etc. Est-ce que tu avais des sensations? Je me sentais bien, physiquement, je me sentais bien. Ça se manifestait pas vraiment ou quelque chose de vraiment notable sur mon corps. J'étais à fond focus. Encore une fois, c'était très mental aussi, très focus sur ce qu'il fallait que je réalise moi et sur les points qu'il fallait aller chercher. J'étais déterminé. Physiquement, ça s'est pas forcément manifesté. J'ai continué à faire ce que je faisais d'habitude et à jouer mon jeu, sans chercher à faire plus ou moins, ou à jouer mon jeu. C'était important et je l'ai bien fait. Mais ça s'est pas manifesté par des sensations différentes dans le corps. C'est plus peut-être des sensations différentes dans la tête.
Donc, s'il y a des sensations différentes, elles sont plus dans la tête et mentale plutôt que physique. Et justement, c'est quoi cette sensation dans la tête? Est-ce que tu y as pensé à la pression? Il y a de la pression, c'est sûr, il y a de la pression. Maintenant aussi, il faut aussi relativiser. Et moi, je le vois comme ça. Mais on était arrivé en finale. On n'aurait jamais parié qu'on pouvait arriver jusqu'aussi loin à ce moment-là. Donc c'était déjà magnifique. On allait jouer une finale à Paris devant la famille, les amis. C'était magnifique. On avait aussi, moi, si je parle de moi, de ce que je ressenti. Je dis pas que c'est comme ça que tout le monde pense, mais moi, je pensais comme ça. On a aussi fait des choses dans le passé qui nous ont... on a aussi gagné des choses. Donc, il faut être rassuré par rapport à ça. C'est pas... on n'a pas rien fait. Donc, il faut... En fait, ça permet de se soulager un peu, de se dire, mais j'ai pas rien fait, j'ai pas rien réalisé, je suis quand même... je dépends pas de ce prochain titre-là. Je dépends pas de ça. J'ai fait plein de choses avant qui font que je peux me sentir un peu plus léger aussi dans cette finale. C'est pas all-in. C'est pas soit t'as tout perdu, t'as déjà construit des choses. J'ai déjà construit des choses en fait sur lesquelles je peux me reposer. Je dis pas que c'est de la suffisance ou il faut y aller tranquille. C'est pas du tout ça. C'est un système aussi pour des fois relativiser et se sentir plus léger face à une pression qui arrive. Ça veut pas dire non plus que quand je suis sur le terrain, j'ai pas envie de gagner ou que je me suffis. Non. Tout à l'heure, je disais, c'est vital. C'était vital. Mais une fois que je suis sur le terrain. Mais avant, c'était comme ça que je voyais la chose. Okay. Je me disais, profite de ton moment. On est bien préparé, je me sentais bien, je me disais que quoi qu'il arrivait, ça allait être un beau moment, que j'allais profiter, que mes amis, ma famille soient là pour jouer devant eux, que quoi qu'il arrive, l'atmosphère allait être incroyable, quoi qu'il arrive, on avait une médaille. Donc qu'est-ce qui pouvait arriver de mauvais, quoi? Comment je pouvais ressortir de ce moment et l'en transformer en négatif? C'était impossible. Tout était positif, quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est ce que je me disais avant le match. Ouais. Mais pendant le match, j'avais quand même envie d'aller chercher le... Mais c'était peut-être aussi, voilà, c'était comment dire, une tactique pour faire baisser cette pression, la relativiser. Et ça t'a mis sur les bons rails pour le match, toute cette préparation mentale d'avant-match. Je pense que ça m'a mis sur les bons rails. Et après aussi, quand je rentre dans le match et que je commence avec une bonne attaque, deux bonnes attaques, un bon service, c'est concret et je m'appuie là-dessus. Moi, j'ai besoin de ça, je m'appuie sur ça, je m'appuie sur des points que j'ai faits qui me permettent de aussi me décharger un peu, de me dire le prochain point, si je le fais pas, c'est pas grave, j'en ai fait avant, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ouais. C'est relativiser, essayer de devenir plus léger à chaque fois. C'est comme ça que je le vois, moi. Ce mindset, tu l'as bossé avec ton prépa mental ou tu sentais déjà comme ça cette finale, tu la sentais déjà? Je l'ai pas bossé. J'ai pas bossé avec le prépa mental. Ou avec ou ton entourage, en tout cas, pas tellement. Non, j'ai pas l'impression d'avoir énormément bossé avec le prépa mental. Mais maintenant que j'y pense, effectivement, peut-être qu'on a abordé des points qui peuvent s'y rattacher un peu sur la confiance en soi. Le fait de relativiser, effectivement, maintenant qu'on en parle, peut-être que quand j'étais à Milan, on a eu un peu des discussions avec mon prépa mental sur le fait de relativiser, de poser les choses, de savoir qui tu es à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait, et de pouvoir te servir de ça sur le moment présent pour relativiser. Effectivement, on a dû un peu en... Okay. Maintenant, ça me revient. Mais c'est aussi une façon que j'ai de penser dans la vie de tous les jours, voilà. Essayer d'être léger face à des situations, le plus léger possible et relativiser. Je pense que c'est un truc que j'ai en moi aussi, ouais. Ça serait quoi les 2-3 conseils marquants du prépa mental ou les tips mentaux qui sont les plus forts? En fait, c'est dur parce que le prépa mental, par exemple, il va pas te donner un conseil, il va pas te dire fais ça, fais ci. En fait, c'est un dialogue que tu as avec lui et il va t'orienter sur des réflexions. Ouais. Donc finalement, les conseils, ils viennent plus de toi, ce que tu retiens de la discussion que tu as eue avec lui ou de la piste que t'as découverte à ce moment-là ou quand tu as parlé avec lui sur... Donc, il n'y a pas de conseil, c'est juste une façon de voir les choses. Cette légèreté peut-être un peu, voilà. Ouais. Mais comme je disais juste avant, le fait de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on a fait avant, pour s'appuyer dessus, pour se dire si je suis là, c'est peut-être que je le mérite. Peut-être que si je suis là, c'est parce que j'ai fait des choses avant qui ont fait que. Si je suis là, c'est parce que je suis capable. Et tout ça, en fait, tu te crées une façon de voir les choses
t'amène vers un mental fort, quoi. Ouais. Ouais, ça a été ce travail que j'ai fait avec le prépa physique, quoi. Il m'a mis sur il m'a donné des petites pistes de réflexion qui te fait prendre conscience que tu peux avoir complètement confiance en toi. Si t'es là, c'est pas pour rien, quoi. Et du coup, après les JO, donc difficile de se remotiver, mais tu changes de club. Et mis à part ça, c'est quoi ta motivation dans le sport? Ma motivation dans le sport, c'est prendre du plaisir avant tout, continuer à prendre du plaisir, à aimer ce que je fais, et après aller chercher des titres, des titres le plus possible. Mais je pense que si je vis une saison dans laquelle on n'a pas gagné de titre, mais qu'on a tout donné, qu'on a passé une bonne saison tous ensemble avec les gars, on a donné ce qu'on a pu donner et que ça s'est bien passé et que c'est aussi bien. Parce que le sport, c'est pas que des résultats, c'est pas que des titres, c'est aussi plein d'expériences. Des fois tu gagnes, des fois tu gagnes pas, mais ça dépend pas que des victoires, quoi. C'est aussi des rencontres avec tes coéquipiers, c'est des moments partagés, c'est des moments sur le terrain qui sont durs et tu vois, il y avait Marcelo Mendes, mon entraîneur à Jastrzębski, qui me disait à la fin, ce qui reste, c'est avec qui t'as combattu. Et ça, je crois que c'est très vrai. C'est pas forcément ce que t'as gagné, mais c'est avec qui t'es parti au combat et avec qui, voilà, t'as vécu ces moments-là. Et je pense que c'est très vrai. Parce que ces moments-là, ils t'unissent aussi à des personnes, pour toujours. Et ça, c'est important. Donc, voilà, j'espère que ça va continuer malgré gagner ou pas gagner. Mais être dans cette dynamique-là, cette recherche de ces émotions-là, dans le partage avec les gens, et je pense que ça, c'est le plus important. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ton mental, du mental de l'équipe. Le mental de l'adversaire, est-ce que tu le prends en compte? Et si oui, comment? Le mental de l'adversaire, ouais, il se prend en compte. C'est vrai que moi, des fois, j'ai du mal, et j'aime pas ça jouer contre des équipes où il y a des gars en face qui font les barbeaux, quoi. Qui font les malins, et qui jouent vraiment, qui surjouent, et moi, ça m'irrite. C'est vraiment, et d'ailleurs, notre équipe, en équipe de France, on est tous comme ça. Ça nous irrite vraiment fort. Et on n'aime pas ça du tout. Donc ça, c'est le mental, parce que c'est aussi un mécanisme aussi de l'adversaire pour impressionner, pour nous impressionner. Et ouais, ça j'aime pas quand c'est comme ça. Mais aussi, par exemple, l'adversaire, quand on sait qu'il va être dans des situations, quand il est dans des situations un peu compliquées, et que c'est pas facile pour lui, et nous aussi, il faut qu'on sache en jouer et célébrer un peu plus, sans faire les barbeaux comme je disais avant, mais célébrer, mettre du bruit, mettre de l'intonation et montrer que là, on va pas le lâcher, quoi. Et c'est important de lui montrer ça pour lui faire comprendre que ça va être très compliqué pour lui de se relever et qu'on va appuyer jusqu'au bout. Et ça, au volley, tu le fais passer par des cris, des gestes, des regards, et comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est important de les tuer un peu là, comme ça. Mais tu vas aller chercher aussi sur le point. Tu vas aller chercher le mec que tu as un peu ciblé à l'attaque ou au bloc. Tu vas essayer de l'enfoncer aussi comme ça, ou ça, tu le prends moins en compte, essaie de faire ta partition. Surtout au bloc. Ouais. Le gars qui est un peu en difficulté à l'attaque, tu vas continuer à essayer de le mettre en difficulté. Ou alors tu vas le faire douter aussi un peu sur sa récep. S'il est pas très bon en récep, s'il est pas dans sa partie en récep, tu le vises. Hein. Tu le vises toute la partie jusqu'à ce que tu le fasses sortir. Et ça, t'as gagné un peu quelque part. Tu dis yes. Ouais, on se dit yes. Et on en a éliminé un, quoi, en quelque sorte. Bon, il y en a d'autres qui rentrent à sa place. Ouais. Mais c'est positif pour nous. C'est parce que quand un adversaire sort, c'est pas bon signe, normalement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une défaillance quelque part et que l'équipe prend l'eau. C'est pas bon signe. Donc pour nous, à l'inverse, c'est bon signe. Ça t'est déjà arrivé d'être le mec qu'on sort? Ça m'est déjà arrivé un paquet de fois. Mais c'est normal. Hein. On n'est pas. Enfin, moi, je suis pas toujours parfait. Je suis pas toujours bon. Il y a des moments où je suis pas bon. Il y a des moments où je suis pas. Mais bon, ça, j'ai pas de mal de le dire parce qu'on est humain et que voilà
et qu'on apprend aussi quand c'est dans ces moments-là. Mais oui. Il y a plein de moments où j'ai dû sortir parce que j'étais pas bon. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé justement que tu as été la cible de tes adversaires pour te faire sortir? Alors, je pourrais être la cible, mais que au bloc. Ils pourraient essayer de me bloquer. Ouais. Parce que, par exemple, ils vont pas me servir dessus puisque je réceptionne pas. Donc, il y a que au bloc où ils pourraient éventuellement faire un plan de jeu sur moi, où ils vont essayer de me bloquer en priorité pour vraiment me fermer le terrain et m'empêcher de développer mon jeu et de me faire sortir si je suis pas efficace. Okay. Donc, mais c'est pas comme un libéro ou un réceptionneur attaquant où là l'adversaire peut mitrailler en récep. Et là, t'es obligé de réceptionner, tu peux pas te cacher, quoi. Donc, moi, je suis un peu plus protégé par rapport à ça. Ok. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a eu un conseil d'un coach ou d'un proche qui t'a marqué et que tu te remémores souvent? Ça, c'est une bonne question. Il aurait fallu que j'y réfléchisse avant. Certainement. Là, il y en a pas un qui me vient comme ça. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus. Ok. Mais c'est peut-être qu'ils m'ont pas marqué finalement. Si ça me vient pas, ils m'ont peut-être pas marqué tant que ça. Mais si, dans toute ma carrière, j'ai eu des conseils ou des pistes. Est-ce qu'il y a un conseil technique qui t'a fait vraiment progresser dans une zone technique peut-être? Le bloc, souvent, on m'a dit que je pouvais bien progresser, notamment mon père, qui me disait t'es pas assez agressif au bloc, tu passes pas assez, machin, truc. Je sais qu'il m'a beaucoup mitraillé là-dessus et effectivement, je pense que j'ai un peu progressé par rapport au bloc ces derniers temps. Et notamment peut-être un peu sur ses conseils, sur le fait d'être agressif au bloc. Okay. Lui qui était central. Donc il sait de quoi il parlait. Quoi. Ok. Merci beaucoup. Jean, là, pour terminer, j'ai une dernière séquence. C'était quand j'avais 10 ans et tu finis la phrase. Alors, c'est pas forcément quand tu avais 10 ans pile poil, mais voilà, pour te connaître un peu plus et connaître un peu tes sources de motivation. Donc, quand j'avais 10 ans, je rêvais de... Quand j'avais 10 ans, je rêvais d'être joueur professionnel. Ouais. Et mon sport préféré, c'était... Quand j'avais 10 ans, mon sport préféré, c'était... Quand j'avais 10 ans, mon sport préféré, c'était le volley aussi. Hein. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Et quand j'avais 10 ans, mon idole, c'était... Quand j'avais 10 ans, mon idole, je pense que c'était mon père. Hein. C'est con de dire ça, mais je pense que c'était lui. J'ai jamais eu d'idole, moi, d'autres sportifs ou de gars sur lesquels je prenais vraiment un exemple où j'essayais de... Mais quand j'étais plus petit, mon père qui entraînait, qui était joueur, etc., j'essayais quand même peut-être de lui ressembler ou de l'écouter beaucoup et de m'inspirer, quoi. Ouais, c'est lui qui t'a inspiré. Ouais. Ok, c'est beau. Quand j'avais 10 ans, mon goûter préféré, c'était... Quand j'avais 10 ans, mon goûter préféré, c'était les pommes potes avec les princes. Ça, c'était le goûter en sortant de la piscine le dimanche matin. C'était ma mère qui me donnait ce goûter, les pommes potes avec les princes. Il y a peut-être Pomme Pop qui va te contacter. Moi, je suis chaud. Hein. Quand j'avais 10 ans, mon dessin animé préféré, c'était... Quand j'avais 10 ans, mon dessin animé préféré, c'était Scooby-Doo. Et je crois que ça l'est toujours. J'allais te demander si tu t'inspirais de temps en temps de ton héros de dessin animé préféré. Je sais pas si Scooby-Doo, là, c'est pas inspirant, là. Là, je vois pas ce que je peux en tirer, mais... À part le cri, peut-être, sur le terrain. Avant de servir pour penser à autre chose. Effectivement, j'ai pas encore pensé, ça, peut-être prochainement. Bon, si je te vois sur une vidéo en train de faire un Scooby-Doo... Ouais, ça peut, je l'expérimenterai, ouais. Okay. Bon, je t'envoie un texto dans quelques mois pour me dire si ça marche. Si ça marche, ouais. À 10 ans, je croyais... Est-ce que t'avais une croyance quand t'étais petit et quand t'étais grand, tu t'es dit ah ouais, mais pas du tout. Je sais pas. Moi, par exemple, quand j'étais petit, je faisais du tennis et à un moment donné, j'ai cru avoir une révélation. Je me suis dit, Pete Sampras, il est numéro 1 mondial. Du coup, il faut jouer absolument comme lui pour être numéro 1 mondial, c'est la seule solution. Ouais. Pour moi, c'était une révélation. Je me suis rendu compte un peu après que c'était pas trop ça qu'il fallait faire. Est-ce que tu as eu un truc un peu comme ça, petit, ou pas forcément dans le sport, mais... Mais non, il y a un truc qui vient, c'est tout con, mais à 10 ans, je pensais, peut-être un peu avant, mais je pensais que le cordon bleu,
c'était un oiseau. Je pensais que le cordon bleu était un oiseau et qu'on mangeait une partie d'oiseau. Je le voyais comme ça. Alors, je sais pas pourquoi. Un oiseau fromager, c'est... Et à quel âge tu t'es rendu compte que c'était pas ça? Je saurais pas dire, mais un peu plus tard, mais j'espère le plus vite possible parce que je sais pas ce que tu feras de cette anecdote, mais ouais, moi j'avais cette croyance-là. On verra aux producteurs de cordon bleu s'ils veulent te sponsor aussi, cordon bleu. Merci beaucoup, Jean. J'ai passé un super moment. Ouais, j'espère que toi aussi, j'ai appris plein de choses. Et encore merci de ta générosité, de ton temps. C'était avec plaisir. Hyper sympa. En plus, toi, tu m'as répondu direct quand je t'ai proposé le truc. Tu m'as dit, pas de souci. C'était go. Non, c'était normal. Moi, j'aime partager les choses que je fais. J'aime partager le volet, mes émotions. Voilà, tout ça, j'aime transmettre, j'aime partager, et, j'aime discuter, donc c'était avec plaisir. Ouais, non, mais je te suis hyper reconnaissant et t'as été, pour le coup, même dans l'interview, hyper généreux. T'as dévoilé plein de trucs, donc c'est notamment cool. Le cordon bleu. Notamment le cordon bleu. Super, merci beaucoup. Si vous aussi, ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez, mettez 5 étoiles. Et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À la prochaine. Peace!